setup, takes Levert feet. Oh my! Il y a des saisons qui passent aussi vite que l'on dépose une enveloppe dans une urne. Celle des Cavs n'est pas de celle-ci. Chevauchant entre les blessures et les questionnements philosophiques sur leur projet de jeu, les hommes de JB Biggerstaff ont tant bien que mal réussi à finir deuxième de la conférence Est pour s'offrir un avantage du terrain certain en play-off. Ah non. Non, pardon, pas deuxième, parce que par un tour de passe-passe, c'est en jetant leur dernier match contre les Hornets qu'ils sont descendus à la 4e place. Une saison bien contrastée qui a vu le précipice avec un fond de jeu en question, mais aussi des succès avec la première qualification au second tour depuis 1993 sans LeBron James. Bon, vous l'aurez compris, nous allons parler des Cleveland Cavaliers et plus précisément de leur projet de jeu, avec deux binômes que nous allons décrypter dans le détail, Darius Garland et Donovan Mitchell d'un côté et Evan Mobley et Jarrett Allen de l'autre. Je suis Benjamin, a.k.a. le débrief pour vous servir, le débrief sportif pour vous servir, je vais y arriver, et je suis accompagné de Xav et Paul. Messieurs, est-ce que vous allez bien? Bonsoir, moi ça va très bien. Ah super, et Paul, est-ce que tu Ça vas bien? va aussi très très bien de mon côté. Bon Xav, il y a des petites rumeurs là sur Borrego. Est-ce que ça te fait kiffer là d'anticiper une arrivée de Monsieur Borrego dans ton équipe de Dandy? Alors je vais me faire plein de potes par rapport aux réseaux sociaux qui sont en train de me vendre que James Borrego c'est le nouveau Greg Popovich ou je sais pas quoi. Loin de moi l'idée de cracher sur lui, mais quand même, si c'est pour engager James Borrego, on pouvait garder JB Bickerstaff, je veux dire, au moins on connaissait un petit peu le genre de conneries auxquelles on allait avoir droit. Pour revenir un petit peu plus sérieusement sur le sujet, quand il a coaché à Charlotte, je rappelle que le bilan il est négatif, qu'il n'y a pas de participation au playoff, que le jeu il est surtout dicté par le fait d'avoir eu les succès, d'avoir eu des duos dynamiques qui jouaient la contre-attaque de manière spectaculaire et que ça a redonné une petite hype du côté de Charlotte. Donc forcément ça déteint toujours un petit peu sur son coach aussi. Donc ils ont eu ce petit côté shiny pendant une ou deux saisons, je crois, grand max, et après c'est retourné dans le rang, et un peu comme les Cavs en fait, après 4 ans, il y a le front office qui s'est dit mais en fait le gars sur le banc là, je veux dire, il en connaît autant que le caissier du Lidl, non? Et en fait, voilà, c'est ça qui s'est passé pour Borrego. Alors, il a peut-être appris, entre-temps, on va faire de l'assistant coach à gauche, à droite. Ça, je n'en disconviens pas. Mais si on veut faire tourner une équation qui est quand même pas simple avec les 4 joueurs dont on va parler ce soir, il faut quand même quelqu'un qui a fait ses preuves, d'une certaine façon. Et pas se dire ok, le gars là il a fait quelque chose de à peu près correct, mais ici il va avoir des meilleurs joueurs, donc ça va aller. Bon. Là on est sur un lancer de pièces en pile ou face beaucoup trop haut à mon goût, donc non, j'aimerais bien être surpris et avoir peut-être un assistant qu'on connaît pas éventuellement, et là sur un contrat court terme pourquoi pas, pour voir, mais sinon la piste Atkinson, moi elle me semble quand même un petit peu plus legit, on va dire. Bon, on en reparlera peut-être si jamais d'aventure James Borrego arrive à la tête des Cavs, parce que je suis persuadé pour le coup qu'il peut avoir un débat intéressant, parce que je pense que tout le monde ne sera pas d'accord avec toi sur ce point-là. On sait que Borrego a récupéré une grosse cote du côté des Pels en étant un peu le coordinateur offensif de cette équipe. Et donc on est avec Paul aussi. Paul, je sais que tu as suivi les finales NBA avec attention. Est-ce que de voir Jaylen Brown MVP des finales, ça t'a fait kiffer un peu là? Ouais, beaucoup, ouais. Bah, le meilleur joueur des Celtics, ça a été MVP des finales, quoi. Non, c'est une forme de retour dans l'ordre. Ouais, voilà. Moi, je trouve que le MVP du parcours des Celtics, c'est quand même le mercurochrome. C'est sûr. C'est vrai que vu comme ça. Après, ils ont eu Porzi blessé quand même pendant un petit moment sur ces playoffs. Mais non, mais je vais me calmer un peu sur les Celtics, parce que quand même, ils ont fait des gros playoffs, saison à 64 wins. Donc, faut rendre à César ce qui appartient à César quand même. Et bravo aux Celtics. Ouais, c'est sûr. Ce qui est bien, c'est bien d'avoir confirmé la grosse saison. Ouais. Puis c'est bien de montrer que même quand ton meilleur joueur est pas bon dans une finale, t'arrives quand même à gagner, ce qui est un peu signe de l'adversité que t'as eu durant ton run de playoff. Malgré tout, mais félicitations aux Seas, vu qu'on les a un peu boycottés durant ces finales. On a fait je ne sais pas combien de podcasts pendant tous les playoffs. On a fait 0 pendant ces finales NBA qui n'ont absolument intéressé personne à part notre cher Azad qu'on salue et qui évidemment a été d'une régularité sans nom durant ces playoffs.
Il prépare ses prochaines questions pour le coach. Il prépare les prochaines questions pour les coachs. Messieurs, je vous propose qu'on démarre notre sujet du jour. Donc les Cleveland Cavaliers, on voulait vous faire un focus sur les Cavs et notamment au travers de deux duos qui posent beaucoup de questions. D'un côté le duo Mitchell Garland et de l'autre le duo Evan Mobley-Jarrett Allen. On va faire assez simple en fait. Dans un premier temps, on va faire un bilan de chacun des joueurs et puis après on se posera la question de ce qu'ils valent ensemble. Commençons avec notre cher Darius Garland. Je crois qu'on s'est dit que c'était Xav qui présentait Darius Garland, c'est ça? Je dis pas de bêtises? C'est l'inverse. Eh ben évidemment, c'est l'inverse. Eh ben Paul, je te laisse te lancer. Est-ce que tu peux nous présenter un peu la saison de Darius Garland et puis après on va en discuter un peu? La saison de Darius Garland. Bon, déjà, je pense que tout le monde est au courant, mais elle est quand même très décevante, la saison de Darius Garland. Elle est quand même beaucoup en contraste par rapport à la superbe saison régulière qu'il avait fait l'année dernière, parce que les playoffs n'étaient pas fous non plus l'année dernière. Donc, saison compliquée, que ce soit individuellement et aussi collectivement. Il a eu du mal. Il s'est blessé en cours de saison à la mâchoire sur un coup. Je ne sais plus qui c'est qui lui avait mis le coup dans la mâchoire. Je ne sais pas si vous l'avez, le mec. Mais je ne l'ai plus. Et donc, il a été blessé de la mi-décembre jusqu'à fin janvier, donc un bon mois et demi. Et quand il est revenu, les Cavs, ils étaient quand même déjà sur une C'était Porzingis, série de wins, donc pour information, qui lui avait mis ce coup à la mâchoire. Voilà. Quand il revient, ils font quand même 7 wins d'affilée, mais ensuite, ça a quand même été très compliqué. Et il y a aussi des trucs un peu personnels. Je crois qu'il a perdu sa grand-mère durant la saison régulière, Darius Garland, au début ou à la fin. Enfin, plus au début, je crois, qu'à la fin. Donc, saison compliquée individuellement. Il est quand même passé en termes d'adresse, de points par tir, du 72e percentile au 40e percentile. Donc, en dessous de la moyenne cette saison. Il a perdu bien plus de ballons aussi. Sur son turnover percentage, il est passé du 54e percentile au 19e percentile. Et l'assist percentage aussi a un peu baissé. Mais ça va, parce qu'il est quand même au-dessus de la moyenne. Donc, saison très décevante quand même pour Darius Garland. C'est quand même un mec qui nous a habitués à un niveau All-Star tout au long de la saison. Et depuis 2 ans en tout cas, de 2021 à 2023. Ouais, voilà, depuis 2 ans, depuis le step qu'il avait passé là sur sa 3e année. Et cette année, ça n'a pas été le cas. Alors voilà, comme on a dit, il a quand même des excuses, notamment au niveau du contexte collectif autour. Un spacing qui est quand même pas optimisé quand l'équipe est au complète. Des role players qui jouent un peu par moment. C'est un peu. Donc on a soit Struss qui shoot à 40% ou alors il shoot à 25% sur 2-3 semaines d'affilée, donc c'est un peu compliqué quoi. Et puis le coaching staff n'a pas non plus été parfait pour mettre en valeur l'ami Darius Garland. Mais saison décevante pour Darius Garland. Et c'est dommage parce que c'est quand même l'année où il y a son contrat max rookie qui commence. Donc, c'est sûr qu'il doit mieux faire. Je suis pas sûr que... je pense qu'on aura le temps d'en reparler, mais de son duo avec Donovan Mitchell soit idéal. Qu'on ait vu une vraie synergie entre les deux. Et après, il fait quand même des choses exceptionnelles. Je trouve que c'est par exemple un des meilleurs passeurs sur drive quand il faut aller chercher le roller, l'intérieur, etc. C'est quand même un mec qui a une vision du jeu assez exceptionnelle, assez unique. Il a quand même un sacré handle aussi. Mais au-delà de ça, je trouve que défensivement, c'est sûr qu'il a des limites. Même si je trouvais quand même qu'il avait fait pas mal d'efforts, je trouve que même au niveau de à quel point est-ce qu'il peut contenir sur la défense point of attack, c'est quand même bien mieux. Je l'ai vu faire des progrès, notamment sur de la mobilité latérale cette saison. Maintenant, je suis vraiment déçu de par son toucher de balle aussi. Sur short mid, tu vois, on est à peine au-delà de la moyenne. On est dans le 56e percentile. Donc il a quand même pas mal baissé parce qu'il y a 2 ans, il était dans le 88e percentile. Donc, ça fait quand même une grosse différence. Et il a du mal aussi, je trouve Darius Garland, à vraiment être dans son rythme, à contrôler le rythme d'une possession ou au moins de 2-3 possessions d'affilée. Il se précipite beaucoup. Et même s'il sait comment driver, comment manipuler une défense, comment décélérer, accélérer, etc., il a quand même du mal encore à vraiment instaurer le tempo sur le match quand il est sur le terrain. Alors que c'était moi je trouve je trouve sa grande qualité avant que Donovan Mitchell arrive. Peut-être qu'on va pouvoir reprendre l'ensemble de ces éléments dans le détail.
Toi, t'en as pensé quoi, Xav, de la saison de Garland? Moi, la saison de Garland, elle m'a énervé au plus haut point. Parce que c'est un gars qui a tout le talent du monde. Il sait pas qu'il est élite quelque part, je trouve pas. Mais il a un handle qui est quand même excellent. Il a des hesitation moves qui sont vraiment mortels quand il les utilise. Il a un shoot qui est très pur aussi. Il sait dégainer à peu près dans n'importe quelle position. Euh, Enfin, je veux dire, il y a pas un truc quand tu le vois où tu te dis là pour ça il est vraiment nul. Bien sûr, son gabarit lui permet pas de défendre comme un ours et donc ça voilà. Mais même ici, on a raison de dire qu'il a progressé en défense parce que c'est vrai. Mais il a ce côté lieutenant Lieutenant Flemmard, en fait, qui est insupportable. Quand tu as un talent pareil, tu dois produire autre chose. C'est même pas une question de salaire. Je sais que les Américains regardent beaucoup le salaire par rapport à ce que tu produis parce que c'est leur mentalité. Moi, ça va au-delà de ça. C'est vraiment qu'est-ce que tu es capable de faire et par rapport à ce que tu fais. Quand il s'est retrouvé tout seul à devoir emmener l'équipe sur son dos il y a 2 ans avant que Donovan Mitchell arrive, il était incroyable. Il était incroyable. Il a porté l'équipe tout seul. Il faisait des trucs de barge en attaque. Déjà, quand la première année de Donovan Mitchell, il avait déjà régressé un petit peu en mode ça y est, c'est bon, je dois plus m'occuper de tout. Et en fait, c'est ça qui s'accentue encore ici. On retrouve les défauts de Darius Garland quand il est arrivé dans la ligue, de se dire, bah, il avait un Colin Sexton qui prenait beaucoup de place en attaque, et il était en mode un petit peu bon, bah voilà, je regarde, et puis si jamais je peux venir aider, bah, je viendrai aider, quoi. Là, il prend pas du tout le jeu à son compte, pas suffisamment à mon goût, du moins, et c'est dans cette attitude de tueur-là qu'il doit absolument avancer. Parce que c'est bien gentil de faire des grands sourires, d'être hyper gentil, d'être nice guy à tout prix, mais le problème, c'est que ça fait pas gagner une équipe. Donc, effectivement, il fallait virer JB Bickerstaff, hein, fin du spoiler, pour redémarrer sur autre chose. Mais lui, j'espère que le prochain coach ne va pas le materner, va le mettre devant ses responsabilités et lui dire tu dois produire. Tu dois produire du jeu. Effectivement, tu dois contrôler le tempo. Tu dois pas juste donner la balle à Donovan Mitchell et aller te foutre dans le corner. Il a fait un nombre incalculable de fois cette année. Voilà, c'est pas bon. On parle du toucher. Moi, je pouvais parler de ses choix plutôt en attaque qui sont souvent pas été bons. C'est ce qui a fait monter aussi son nombre de turnovers. Alors qu'avant, il jouait assez juste, assez simple. Ici, il a fait beaucoup de choses où, au tout dernier moment, tu sens qu'il prend peur. Alors, je sais, hein, il a pris plein de coups dans la gueule, etc. Sa grand-mère est morte, tout ce que vous voulez. Hein, je dis pas. Hein. Ça joue pas dans la tête et qu'on est moins en confiance, mais à un moment donné, si tu es sur le terrain, tu es professionnel de basket et que tu as le talent qu'il a, le public, il est en droit d'attendre autre chose de sa part. Et clairement, cette année, il a déçu tout le monde. Je pense pas qu'il y a quelqu'un qui va vous dire dans la fanbase oh ouais, bonne saison, Darius. Donc voilà, moi, c'est dans l'attitude Ok. que je veux voir autre chose. Alors je note un peu en même temps là, les sujets que vous abordez pour qu'on puisse les restructurer et les réaborder directement. Moi, c'est vrai qu'autour de Garland, la question que je me pose, c'est dans quelle mesure il n'y a pas un peu un blocage mental. On a vu des playoffs, effectivement, c'était la deuxième fois qu'on avait des playoffs de mauvais niveau avec 16 points de moyenne, 40% au tir, 30% à 3 points. Je trouve qu'il y a eu quelque chose qui a été intenté avec Donovan Mitchell, c'est de se dire Garland est très fort, mais il sera peut-être jamais assez fort pour être une option numéro 1. Donc on l'adjoint d'une option numéro 1, ce qui demande en contrepartie que Garland progresse sur du jeu de second couteau et du jeu notamment off-ball. Or je trouve que... Ça c'est clair. Or je trouve qu'il y a un vrai problème d'utilisation off-ball de Garland. Il y a une partie qui je trouve est à cause de lui, une partie qui est un peu plus structurelle liée à l'équipe. Ce qui est à cause de lui, c'est qu'il est peu efficace en fait sur les situations de jeu sans ballon. Sur les playoffs, j'ai vu qu'il était à 31% en catch and shoot à 3 points, avec seulement 1,6 tirs pris tentés durant ces playoffs, alors qu'il a quand même eu pas mal d'opportunités en saison régulière, c'est que 2,5. Et il est très peu dans de la finition près du cercle sans ballon, ce qu'on pourrait retrouver pour un peu le mettre en confiance ou dans ce rôle-là. C'est 0,4 tirs tentés à 2 points sans dribble, donc c'est finalement assez faible. Et en fait, dans le prolongement de cette transition, je trouve qu'on a vu un Garland passer, donc dans le prolongement de cette transition de option numéro 1 à option numéro 2, on a vu Garland passer d'un playmaker à un joueur auquel on demande d'être un scoreur. Et
Je suis pas si étonné que ça marche pas, parce que ce joueur-là, sa principale qualité, ça reste son playmaking. Alors que ça se traduit dans les stats, son assist usage percentage, ratio a fortement chuté. Et du coup, tu te retrouves dans une situation où tu as un joueur qui malheureusement est utilisé, à mon sens, un peu à contre-emploi. Mais bon, cette partie-là, peut-être qu'il faudra en parler au travers de Donovan Mitchell. Ouais. Juste un truc, tu dis qu'on lui a demandé d'être plus un scoreur qu'un playmaker. Moi, je te pose la question différemment. Le mec a joué donc toutes ces années sous JB Bickerstaff, je crois. Ouais, quasiment toutes. Comment tu expliques alors du coup qu'au début de sa carrière, quand il était à Cleveland, il a le même comportement qu'il a maintenant, qu'il a eu cette saison-ci. Donc je parle de comportement, d'attitude. Que l'année où Sexton s'en va, lui, il prend le relais et là, il casse la baraque. Et que quand on lui remet un Donovan Mitchell, donc une forte personnalité à côté de lui qui pèse en attaque, hop, de nouveau, il se recache. Alors, je sais pas ce qu'on pense, Paul. Ça fait presque. On parle presque déjà du sujet des deux ensemble, mais parce que pour moi, Donovan Mitchell est un joueur qui est extrêmement fort déjà, donc il légitime le fait qu'il a un gros usage. Mais Donovan Mitchell, par essence, c'est ce qu'il est. C'est un joueur qui va te vampiriser l'attaque. Donc, la création, quand tu as Donovan Mitchell avec toi, c'est compliqué d'être un créateur pour les autres, parce que Mitchell le vampirise ça. Et donc, tu es obligé d'être une forme de scoreur. C'est ce qu'on a vu presque même dans un cas presque extrême quand Donovan Mitchell jouait avec Ricky Rubio, qui finalement n'était même plus vraiment un playmaker, était plutôt un défenseur scoreur, alors que c'est Ricky Rubio quand même. Et ça c'est inhérent pour moi à Donovan Mitchell, mais ça avait du sens parce que peut-être qu'on se posera la question, mais je suis pas sûr que Darius Garland soit un joueur amené un jour à être vraiment l'option numéro 1 de création d'une équipe sur demi-terrain, quoi. Je suis pas sûr, je pense que c'est un très très fort joueur, mais je suis pas sûr qu'il ait ce niveau-là un jour. Donc le choix des Cavs était intéressant, sauf que ça demande de l'utiliser un peu à contre-emploi. Le niveau, j'en sais rien, mais en tout cas la mentalité, c'est sûr, il l'a pas. Et ça fait partie du niveau, d'ailleurs. La mentalité. Ça, c'est sûr. Quand t'attends une fin de saison pour faire courir des rumeurs de trade sur toi via ton manager pour une raison X ou Y, désolé, t'as pas de mental. Tu sors d'une saison où t'as été catastrophique et derrière, tu vas commencer à mettre une espèce de pseudo-pression en disant « Ouais, mon joueur va se casser. » Tu vas te casser où? Il te reste 3 ans, 4 ans de contrat, t'as fait une saison cata, on t'a vu dans tout ce que t'avais de plus mauvais à offrir et derrière, tu vas mettre un coup de pression en croyant que les équipes vont se précipiter pour venir te choper. S'il te plaît, quoi. Je vous propose en plus d'être faible mentalement, t'es mal conseillé, du coup, désolé. Mais... je vous propose qu'on aille au bout de ce premier sujet. Darius Garland, est-ce que c'est un vrai numéro 2? Est-ce qu'il a un profil de numéro 2 compte tenu de ce qu'il est? Paul, là-dessus, est-ce que toi, tu as un avis? Comment tu te positionnes sur ça? Moi, je trouve que il a un profil de numéro 2. Des mecs qui sont... Enfin, j'ai pas trop de souvenirs. Enfin, je pense que la liste, elle n'est pas si grande que ça. De gars en NBA qui sont aussi talentueux sur du pull-up, qui ont une aussi grosse vision du jeu et qui ont un handle aussi incroyable par moment que Darius Garland. Alors il y a un vrai problème mental. Maintenant, le duo Garland-Mitchell, l'année dernière, en fait, il marchait bien. Et l'année dernière, la saison de Garland, elle est très solide. Et moi, je pense même qu'il aurait largement pu être All-Star l'année dernière. Donc, je pense que l'année dernière, Darius Garland, il avait un vrai dossier pour être un top 25, top 30 player NBA. Mais là, c'est pour ça que je suis assez déçu, parce que le drop par rapport à l'année dernière, en fait, il est assez incroyable, quoi. Et les chiffres, ils le montrent, parce que l'année dernière, donc j'ai les stats du duo Mitchell et Garland. Donc leur net rating cette saison ensemble, il est de plus 4,05. Donc c'est bien, mais c'est pas suffisant pour deux mecs aussi talentueux. Mais l'année dernière, il était de plus 0,8. Donc ça fait quand même une grosse différence. Par contre, sur l'ensemble des 2 derniers playoffs, le net rating, quand les deux sont sur le terrain, il est à moins 4,71. Donc gros problème là-dessus. Ouais, et puis tu peux ajouter, juste en complément, tu peux ajouter que quand tu as un regard général sur les WoWi, donc les with or without de Garland et de Mitchell cette saison, si tu fais, en fait, moi je me suis amusé à faire un tableau avec les 4, c'est-à-dire Mitchell, Garland, Mobley et Allen. Tu vois qu'en fait, ça te donne une liste avec une quinzaine d'entrées. Et Garland, il est dans toutes les listes du bas. C'est assez frappant. Mitchell, il est dans toutes les listes du haut. Et Garland est dans toutes les listes du bas. Ce qui montre, tu vois, moi je trouve que ça montre un peu la tendance sur son apport. Évidemment, sauf
les listes où il est avec Mitchell, où du coup il est pas en bas, mais ça montre un peu cette tendance. Je te laisse continuer, excuse-moi. Tu as pris les stats 23-24 ou 23-24. Ok. Parce que l'année dernière, Garland, donc quand il était sur le terrain et sans Mitchell sur le terrain, il était à plus 8,06 de net rating. Et cette saison, c'est tombé à moins 0,14. Donc c'est quand même un mec qui a su drive une attaque sans Donovan Mitchell. Et même avec Donovan Mitchell, c'est quand même un duo qui a fonctionné en 22-23, quoi. Mais ouais, cette saison, il y a eu un énorme drop. Et le problème de Garland, c'est que sur les 2 derniers playoffs, son net rating, donc on va pas revenir sur les stats bruts, mais enfin, on pourra revenir, mais son net rating sur les 2 derniers playoffs, quand il n'y a pas Mitchell sur le terrain, il est de moins 18,57. Donc c'est pas juste pas bon, c'est que c'est catastrophique, quoi. Donc il y a un vrai facteur mental sur Darius Garland, notamment quand il arrive en playoff. Mais je pense quand même qu'il a le talent pour être une option 2. Le problème, c'est que son option 1, c'est Donovan Mitchell et que les deux, en fait, sont pas vraiment complémentaires parce qu'ils sont quand même très undersized. Et il y en a aucun qui sera un jour un super joueur off-ball. Et c'est quand même 2 mecs qui ont un énorme besoin d'avoir la balle en main. Et on l'a vu sur plein d'actions, c'est-à-dire que quand les deux sont sur le terrain, on l'a vu cette année, t'as soit Donovan Mitchell en fait qui attend dans le corner et au lieu de faire le cut au bon moment, en fait, il reste sur place et il préfère anticiper un repli défensif. Donc il n'y a pas vraiment de synergie, mais c'est pas que de la faute des deux, c'est aussi de la faute du coaching staff qui n'a pas su rendre cette attaque efficiente cette année, mais elle l'a quand même été, il faut le dire, l'année dernière. Ok, donc si je résume un peu ta position, tu nous dis c'est un bon numéro 2, mais pas un numéro 2 avec un autre initiateur d'attaque. Ce serait plutôt un numéro 2 avec un très fort poste 3, 4, 5, en tout cas un scoreur, plutôt c'est ce que t'entends. Ouais, un peu plus grand ou alors un fort intérieur, quoi. Un fort intérieur, ouais. Xav, tu te positionnes comment là tu m'as un peu relancé dessus, mais dans le prolongement de tout ça, tu te positionnes comment sur le rôle de Garland en numéro 2? Moi, je pense pas que le mental il change quand il arrive en playoff. C'est juste le jeu qui est développé par JB Bickerstaff qui pense qu'il peut attaquer une équipe en playoff comme il peut l'attaquer en saison régulière. Okay. Donc tes stats se pètent la gueule, pas parce qu'il mentalement il baisse d'un cran. L'intensité est plus forte, mais il est pas différent de ce qu'il est en saison régulière. C'est vraiment au niveau du jeu qui est un gros souci. Moi, je pense pas que ce soit un duo qui est incompatible. Par contre, c'est clair qu'il faut le piloter autrement. Ici, les Cavs, ils jouent encore beaucoup avec des relations 1-5, donc entre le plus grand pivot et le meneur de jeu. Tu dois jouer en double distribution. Tu vois, je crois que les Blazers l'ont beaucoup fait à un moment avec McCollum et Lillard. Ça veut dire que tes 3 autres gars sont positionnés autrement. Ça veut dire que c'est des Struss et c'est ton autre shooter qui sont dans les corners. Tu peux pas aller mettre Mitchell ou tu peux pas aller mettre Garland dans les corners. Ces mecs-là, ils doivent animer le jeu, prendre un écran et ils doivent sortir éventuellement sur celui qui n'a pas le rôle de distributeur. Et c'est aussi pour ça qu'il te faut un coach qui mette Garland en face de ses responsabilités et de le faire sortir au bout de 2 minutes et dire mais gros, t'es en train de rien foutre sur le terrain. Comme tu défends ce que tu peux défendre et que derrière t'apportes pas plus en attaque, bien sûr que je te fous sur le banc. Et blesser peut-être un peu son ego et voir si tu peux le faire réagir comme ça. J'en sais rien, mais je pense qu'à partir du moment où tu vas le mettre effectivement à côté d'une autre personnalité, on va dire, qui est forte en attaque, peu importe le poste où il se trouve, Garland, il va arrêter de se bouger. Ouais, il va juste arrêter de se bouger. Ton poste, ça peut être un 3, un 4, un 5, un ce que tu veux. Voilà, ça baisse. Regarde, cette année, on est censé avoir des meilleurs shooters dans l'équipe. D'accord ? Et tu me dis que tous ces trucs offensifs se sont pétés la gueule. Donc, au bout d'un moment, on dit l'année passée, ce qui pose problème, c'est on n'a pas de spacing, on n'a pas de shooter. Très bien, on fait venir Max Strus, qui reste un shooter, qui reste une menace. Même s'il est même s'il n'a pas mis dedans, il a apporté le spacing. Le spacing, il l'a apporté. Ouais. Il n'est pas dans un bon soir, le défenseur, il sort sur lui. Et s'il sort pas, il va aller sur le banc. Donc, t'as créé ça, mais derrière, t'as ton joueur qui a encore plongé un petit peu plus que ce qu'il était. Si vous vous souvenez, je pense que la saison d'avant, il démarre plutôt bien sa saison, et puis elle retombe. Ouais, j'ai le même souvenir. Là, c'est la suite du drop de la saison d'avant. C'est tout. Ouais, j'ai le même souvenir que toi, Xav. On en avait parlé avec Paul il y a pas longtemps. Où effectivement, il me rappelait que la saison dernière de Garland était plutôt bonne. Et effectivement, en fait, en regardant, c'était bien ça la sensation que j'avais eue. C'était une espèce de glissade
Et en fait, elle avait moins bien terminé qu'elle n'avait commencé avec les playoffs en synthèse un peu de tout ça. Et j'avais eu ce sentiment aussi. Il y a un truc qui m'intéresse là, dans ce que tu nous dis, Xav. Tu nous dis il y a un problème sur le style de jeu de JB Biggerstaff. Tu me dis c'est un style de jeu offensif qui fonctionnait pour la saison régulière, mais qui fonctionne pas pour les playoffs. C'est quoi le point qui fait que selon toi, ce style offensif peut marcher en saison régulière, mais pas en playoff? Alors, la reconversion offensive ultra rapide après un rebond, comme on a la chance d'avoir des très grands protecteurs de cercle et donc des bons rebondeurs, ce qui est le cas avec Allen et Mobley, ça te permet de repartir très vite vers l'avant. Et c'est un truc que JB Bickerstaff a très bien fait. La reconversion offensive à Cleveland, t'as pas le temps. Voilà. T'es en défense en arrière. Si t'es pas en train de sprinter ta vie à 3 ou 4 gars, jamais tu revois la balle et c'est panier. Donc, de ce point de vue-là, on est bon. Après, sur le point de vue de l'attaque, on t'a vu faire des alley-oops entre Jarrett Allen et Darius Garland, mais ça marche pas en playoff. Et quand en plus t'as un Mobley qui est là perdu un petit peu sur le terrain et qui sait pas trop comment il te va attaquer, ben, tu as un problème dans la ligne de drive que tu veux créer. Tu as sur ton pick and roll, il est mal joué parce qu'il est toujours extrêmement vertical. Or, si tu veux vraiment créer un problème, il faut que quand tu sors du pick, que tu sors de l'écran, le ball handler, il parte vraiment sur l'extérieur pour embarquer avec lui le défenseur. Là, en fait, quand tu joues de manière très verticale, tu as les 4 qui sont à peu près sur la même ligne. Donc, ton alley-oop, il passe jamais, ou très peu. Et ton drive, ben, il passe pas non plus, puisque tu n'as pas bougé suffisamment ton défenseur, et tu as encore un défenseur en protection derrière. Enfin bref, la seule porte de sortie qu'a offert JB Bickerstaff à ça, c'est de mettre quelqu'un dans le corner. Donc, c'est en gros, tu joues ton pick and roll, tu vas, et puis ça va pas, tu kick out. C'est tout. Si tu as une défense qui est en place, bon, t'as de la chance. Premier tour, tu joues le Magic. Ils sont jeunes, ils sont un peu foufous, un peu fougueux. Ils sont nuls en attaque aussi. Ça a fini par passer. Toujours nul en attaque sur certains points, donc ça a fini par passer. Derrière, t'as pris les Celtics, bah, t'as compris. Voilà, bon, après, sans Donovan Mitchell. Hein. Les Celtics sans Donovan Mitchell quand même, mais... Pas toute Sans Jarrett Allen. Et sans Jarrett Allen. Sans Jarrett Allen. Donc à ce moment-là, ça aurait dû ouvrir le jeu. Ça aurait dû ouvrir un peu plus le jeu, puisque tu avais des personnes qui sont plus petites. Donc à ce moment-là, tu pouvais jouer double distri, venir faire ton pick and roll. Si, c'est pas compliqué, tu prends ton pick and roll du côté gauche de l'anneau, on va dire, pour faire simple. Si ton mec, il part vers l'intérieur, le deuxième ailier doit décaler vraiment sur le côté pour ouvrir le jeu au maximum. Et là, tu as 2 joueurs, un dans le corner, un dans l'aile, qui vont pouvoir jouer à 2 sur les kick-out. Et si tu vas de l'autre côté, tu resserres vers le top. Et là, à ce moment-là, tu as un shoot face à l'anneau à 3 points. Jamais il y a eu ça. Ce que tu nous dis, Xav, c'est que dans le style offensif des Cavs, en fait, on se base sur beaucoup de contre-attaques, beaucoup de picks simples. Et le problème, c'est que ce jeu en playoff est plus difficile, notamment parce que sur le jeu demi-terrain, on a un certain nombre de joueurs qui sont un peu inutiles dans les phases, c'est-à-dire qu'ils sont un peu à contre-emploi. C'est l'exemple de Mobley qui est beaucoup positionné à 3 points alors qu'il n'est pas fonctionné là-dedans. Ouais, ça c'est encore autre chose. Mais en tout cas, tu payes ton attaque un peu dysfonctionnelle et c'est vrai qu'on a vu que ça pouvait se traduire par pas mal de hero ball. Il y a des trucs, moi je suis coach d'une équipe de jeunes, de jeunes joueuses, donc j'ai eu pas mal de cours sur ce qu'on apprend aux jeunes, etc. Il y a des trucs, vraiment, des réflexes qu'on demande aux joueurs qui sont censés être ultra maîtrisés déjà quand on a 18-19 ans, que les Cavs n'ont pas. Donc c'est pas des trucs qu'on leur fait bosser à l'entraînement, et ça c'est fou de voir ça à ce niveau-là. Est-ce que toi t'as les mêmes, est-ce que Paul t'as les mêmes les mêmes remarques sur le style de jeu des Cavs qui pâtit du coup sur Garland? Pour moi, c'est même plus simple que ça. C'est qu'il n'y a pas assez de variété offensive qui est proposée, quoi. Ouais, c'est ça, voilà. Et on l'a vu en playoff. À partir du moment où tu commences à faire jouer des joueurs qui t'apportent du spacing, comme Sam Merrill. Parce que Sam Merrill, moi, je l'ai demandé quand même durant toute la série du Magic. Je ne l'ai pas eu. Donc, la série, elle a été poussée en 7. On l'a enfin vu contre les Celtics parce qu'en fait, tu avais 18 000 joueurs blessés. Et on a vu que du coup, ça a débloqué quand même pas mal de choses. Alors évidemment, tu passes pas parce que c'est les Celtics, donc tu te fais sortir 4-1. Mais ça a débloqué énormément de choses. Et même contre les Celtics, j'ai même vu enfin une très bonne utilisation de Max Truss. On l'a quand même vu sur la régulière, mais on l'a vu uniquement quand il y avait Garland et Mobley pas là. Où en fait, il était utilisé sur des DHO, sur des staggers, sur des fall action, donc off-ball. Et vu qu'il a une bonne qualité de passe et que c'est un bon connecteur en attaque, il a une bonne vision du jeu, il sait exécuter une passe, il a pu aussi aller chercher sur des alley-oops
quand c'est Mobley ou Allen qui faisait un écran ou même un poste 4 du style Dean Wade, on a vu que ton attaque était plus efficace, plus rentable. Mais le problème, c'est quand tout le monde est au complet, en fait, on l'a trop peu vu, ça. C'est-à-dire, il n'y a pas assez de variété offensive, quoi. Et le faire sur une possession dans un quart temps, c'est pas suffisant, quoi. Faut le faire, en fait, vu que t'as pas assez de spacing, parce que t'as des joueurs qui sont pas si bons que ça off-ball, et puis t'as Mobley et Allen, en fait, t'es censé le faire sur presque toutes les possessions, quoi. Et eux, ils l'ont pas assez fait. Ouais, moi je trouve que en fait Garland a vraiment le profil de joueur qui ne peut exister que dans un spacing optimal. Enfin, alors, c'est pas qu'il ne peut qu'exister dans un spacing optimal, mais qu'il a besoin d'être dans un spacing optimal pour vraiment être utilisé au max, parce que il a une grosse qualité. Je l'ai dit avant, pour moi sa principale qualité c'est son playmaking, qui est assez exceptionnel. Donc dans un spacing optimal sur le jeu de pick and roll, il peut être quand même vraiment très très fort. Et il est vraiment très très fort, à la fois pour servir avec son pull-up à mid qu'il va moins utiliser, mais pour servir soit le rollman, soit le kick-out si jamais il y a une aide. Et puis pour tout ce qui va être les jeux de cut et les jeux pour se rapprocher du cercle, en fait, il va être très bon pour faire cet ensemble de passes-là. Le problème, c'est que dans un spacing qui n'est pas optimal, le pick and roll il est un peu amputé et tout le jeu d'accès au cercle par des cuts se coupe. Il se trouve qu'en plus de ça, dans ce jeu avec peu de spacing, son scoring, s'il ne l'a pas par le pull-up à 3 points, il faut aller le chercher par des drives, mais des drives de très haute qualité, avec une très forte capacité de finition dans le trafic, ce que Donovan Mitchell a par exemple. Donovan Mitchell, il est parfaitement adapté, on en reparlera après, mais il est parfaitement adapté à ce jeu sans spacing, enfin avec peu de spacing. Et je trouve que Garland, pour le coup, lui, il peut pas exister en fait dans ce jeu-là. Et c'est là où moi j'ai une première mesure très très importante avec Garland. On parle beaucoup de Garland avec Donovan Mitchell, mais moi, je me demande surtout Garland avec Mobley et Allen ensemble. Et c'est là où j'ai un peu plus de mal. Parce que je suis d'accord avec ce que dit Xav. Il est intéressant, Garland, à jouer avec Mitchell dans ce jeu de 1-2, là où tu vas cibler systématiquement le moins bon défenseur sur le pick. Un peu comme, pour ceux qui regardent l'Euroleague, un peu comme peut faire Monaco avec Mike James et Eli Okobo. C'est quelque chose qui est très fonctionnel. Surtout dans des fins de match et pour les playoffs, c'est quelque chose de très fonctionnel. Mais je trouve qu'il pâtit beaucoup de ce manque de spacing. Le truc, c'est que ça vient du problème de l'utilisation de Mobley. L'utilisation de Mobley et de la façon de ce qu'il est capable de faire en attaque. À partir du moment où tu demandes à Mobley de jouer au poste bas, désolé, non, ça marche pas. Mobley, il sait pas jouer au poste bas. Il a pas le physique pour jouer au poste bas. Il a pas le mental pour jouer aussi au poste bas non plus. Voilà. Mobley est 10 fois meilleur quand il attaque lancé. Quand il attaque lancé, c'est une catastrophe arrêtée. Il est grand, il a de l'envergure, il est capable de lâcher un ballon, même quand il est à la moitié de son drive. Et donc, en fait, le problème, il est là. C'est tout. Bien sûr qu'il faut faire jouer Mobley depuis l'extérieur pour le faire rentrer vers l'intérieur. Et si tu essaies de jouer Mobley comme un poste de fixation à l'intérieur, tu vas voir Mobley comme c'est Mobley depuis 3 ans. Il reçoit la balle, il va faire 2 dribbles quand il se fait pas piquer la balle parce que son dribble est trop haut. Et puis, il va se retourner, 1 feinte, 2 feintes, 3 feintes, et puis il est perdu dans ses feintes et ça passe pas. Mobley doit profiter du mouvement de l'équipe qui est en train de mettre un bordel dans la défense pour un moment arriver de se dire oh putain, on a un mec de 2 mètres, je sais plus, 12-15 à gérer, on sait pas le gérer. Donc moi, si je suis coach de Cleveland là, sur certaines périodes, je pense que je me fais une double distri où je mets Garland et je mets Mitchell donc dans les positions donc entre le poste de la main et entre le poste de l'aile, d'accord. Je vais mettre Mobley dans le coin où il y a le ball handler, d'accord. Je vais mettre mon meilleur shooter à l'opposé. Je vais faire venir Jarrett Allen pour jouer un pick and roll. Je vais demander de jouer le pick and roll non pas vertical comme des cons, mais en écartant au max. Et si le mec de Mobley a le malheur de décrocher d'un demi-centimètre, tu le mets lancé. Je demande à Mobley en backdoor cut, ou bien de faire un curl par-dessus Garland pour pouvoir prendre une petite passe dans le dos. Et à ce moment-là, il est lancé, il est trop grand, il a trop d'envergure, tu le reverras plus. Et après, Mobley, une fois qu'il est là, soit de son backdoor, soit de son curl par au-dessus, lui, il peut aller chercher le shooter à 3 points à l'opposé, qui est dans le corner et qui, pour le coup, aura plus personne pour le surveiller, ou de ressortir sur Mitchell, qui sera aussi à 45 degrés par rapport à lui, donc il le verra tout aussi bien. Et après, c'est à eux deux de s'arranger. Ils reçoivent la balle à l'extérieur de la ligne à 3 points. Si la défense sort trop vite, tu fais l'extra passe et tu shootes et c'est fini. On est presque... On est presque déjà sur, sur la deuxième partie, sur Evan Mobley. Est-ce qu'on a fait déjà un bon tour sur Garland ou est-ce que Paul, tu as des trucs à ajouter sur Garland ?
Non, je pense qu'on a fait le tour. Ouais. De toute façon, je Si pense je que... dois, si Ouais. je dois résumer, c'est qu'il faut qu'il cède lui en premier, ça c'est sûr, mais qu'il a vraiment pas aidé parce qu'il a vraiment pas été aidé parce qu'il a été mis en place non plus par Bickerstaff. Ouais, j'entends. Moi, j'ai quand même voilà, une vraie question, enfin une double question. Est-ce que c'est un, est-ce que, il faut que ça soit- Je pense que Garland, fondamentalement, c'est un joueur qui doit exister comme premier ball handler. Il peut pas être le deuxième initiateur. C'est un premier initiateur. Et le deuxième, je pense qu'il pâtit des problématiques de spacing et que c'est structurel chez lui. Parce qu'il a pas cette capacité à aller finir fort dans l'intervalle si jamais il manque de spacing. Donc, du coup, bah, il se retrouve dans une situation où son playmaking est moins utilisé. On l'attend comme un scoreur de pull-up. Et quand tu n'as que le scoring de pull-up, malheureusement, vite, tu peux être très Il a- irrégulier et l'irrégularité peut parfois causer un manque de confiance. Il a quand même de quoi aller chercher un gars dans des angles de passe assez sympas et assez inattendus quand il est pris par la défense, hein. Bien sûr. Donc, il faut pas oublier ça quand on dit playmaker. Il n'y a pas que le fait de marquer, il n'y a pas que le fait de se créer son propre shoot. Il peut très bien jouer ses 1 contre 1, dribbler le type sur 1 ou 2 mètres et après rediriger le ballon où il faut. Mais pour ça, il faut pas 4 cons autour de la raquette qui sont en train de le regarder comme ça, sans bouger. Il faut du mouvement. Faut Non mais des je interchanges, suis d'accord faut avec des toi. X-moves, faut des trucs, Je quoi. suis d'accord avec toi. Et quand je dis playmaker, je pense avant tout à la passe. Je pense que Garland est un joueur qui attaque son pick avant tout par la passe et qu'en fait au bout d'un moment, Ouais. on a tellement peur de sa passe qu'on ne sort plus sur lui et c'est là où il peut développer son scoring. Le problème c'est qu'avec C'est ça. la baisse du nombre de ballons avec Donovan Mitchell, il est obligé un peu structurellement d'aller l'attaquer par des points. Alors c'est pas son truc et c'est ce qu'on attend de lui. On passe à Donovan Mitchell. Là ça va peut-être être un peu plus sympa. Xav, tu nous fais un petit récap rapide de la saison de Donovan Mitchell? Saison de patron, il n'y a pas grand-chose à dire, hein. Donovan Mitchell, il est venu à Cleveland avec un statut de All-Star. Et ça fait 2 ans qu'il maintient son statut de All-Star. Et cette année, ça a parlé de tout dans les couloirs. Il va à New York, il va je sais pas où. Il aime pas Cleveland, il aime pas machin. Ben voilà, 26,6 points de moyenne plus tard. Ça n'a pas bougé. Donovan Mitchell a fait exactement ce qu'on attendait de lui, c'est-à-dire produire, taper 25 points plus tous les soirs, ou en tout cas au maximum. On l'a pas engagé pour qu'il fasse des passes, on l'a pas engagé pour qu'il défende particulièrement, même si je trouve qu'en défense, ça se défend très très bien, par rapport à son gabarit, encore une fois. Dans l'énergie aussi, et dans les messages qu'il transmet sur les réseaux sociaux, toujours beaucoup de soutien vers ses coéquipiers, notamment Garland qui a été pas mal attaqué cette année, donc du coup, il y a eu beaucoup de soutien à ce niveau-là. Là encore, il y a eu sur les récentes rumeurs de trade de Jarrett Allen, on voit qu'il fait une publication aussi pour dire un petit peu, ok, on va se calmer parce que Jarrett, il reste ici, sinon... Donc il se mouille pour ces gars, il se mouille pour le maillot de Cleveland avec lequel il a un petit affect qui a dû se créer. Je crois qu'il y avait une histoire qu'il était fan de Cleveland aussi, un truc du genre. Donc il n'y a rien à lui reprocher. Moi, le problème, il n'est pas chez Mitchell. Les gars qui me disent, oui, c'est lui qui vampirise l'attaque, c'est très bien, mais encore une fois, tu as un coaching staff, tu vois, tu n'es pas censé regarder ton gars bouffer tous les ballons sans rien faire quand tu vois que ton équipe a un problème. Tu es censé repenser ton jeu d'attaque, tu es censé voir Mitchell comme un élément d'une équipe de 5 personnes. Et le nombre de mèmes qui sont pas sortis sur Internet avec la plaquette de JB Bickerstaff où c'était écrit Give the ball to Donovan, ça résume bien toute la situation. Le gars, il subit un petit peu les manquements qu'il y a eu à différents niveau au sein des Cavaliers cette année, que ce soit sur le terrain ou sur le banc. Paul, t'en as pensé quoi de la saison, toi, de Donovan Mitchell? Vraiment, moi je pense que je l'avais à un moment, juste avant qu'il se blesse là, sur la fin, je l'avais dans un top 6, top 7 MVP. Ouais. Je trouve qu'il a été bien meilleur en défense que l'année dernière. Un moteur bien plus présent, plus de stock, donc plus d'interceptions et de blocs aussi. Je trouve qu'il a passé un vrai cap en termes de passing aussi. Enfin, aujourd'hui, il a une créativité à la passe qui est quand même assez exceptionnelle. Je pense qu'il est potentiellement dans une discussion des 10-12 meilleurs passeurs en NBA. Il est passé du 61e percentile à l'assist percentage au 85e cette saison. Donc l'année dernière, il était 61. Au scoring, c'est évidemment très bien, même si bon, il y a eu des périodes un petit peu de moins bien, mais voilà, ça peut se comprendre aussi. Il y a eu un gros turnover quand même en termes de blessures. À un moment, il y avait Allen, ensuite il n'y a pas eu Allen, Mobley, etc., Garland blessé et tout. Et puis les playoffs qu'il fait, enfin, ils sont. Alors, au début, il a eu un peu de mal sur les 4-5 premiers matchs contre Orlando. Mais alors, ces 5 derniers matchs, il te met 50 points contre Orlando dans une défaite. Il te met 39 points dans le Game 7 contre Orlando.
Et sur ses 5 derniers matchs de playoff, en fait, il a 37 points par match, 5 passes pour seulement 1,8 turnover. Et il finit à 45% à 3 points sur presque 10 tentatives. Enfin, c'est exceptionnel, quoi. C'est devenu un des tout meilleurs joueurs offensifs de la ligue. Bon, on avait quand même des certitudes, parce que c'est pas, enfin, il avait déjà fait des gros matchs de playoff face au Jazz, donc on connaît un peu le gars, mais je trouve qu'il a encore passé un petit cap cette saison. Et on pouvait peut-être avoir des doutes sur est-ce que c'est un franchise player et tout. Je trouve que là, en playoff et même en régulière cette saison, il n'y a plus trop de doutes, quoi. Voilà, il va sans doute aller, enfin, je sais pas encore, on en reparlera, mais s'il chope un contrat Supermax, il n'y aura rien à dire, quoi. Il y a des mecs meilleurs que Donovan Mitchell en attaque en NBA. Il n'y en a pas énormément. Il y en a peut-être, mais il n'y en a pas énormément, quoi. C'est vrai. Ouais, moi j'aime bien le portrait que vous dressez de Donovan Mitchell. Moi, c'est un joueur que j'adore. Déjà visuellement, bon après on s'en fout un peu, on n'est pas là pour parler du visuel, mais visuellement c'est un joueur que j'adore. Je vais commencer par le positif et après je passerai sur le négatif. Il a ce truc que j'ai dit avant qui est essentiel dans le jeu de Cleveland, c'est qu'il est incroyablement fort pour finir dans le trafic sans spacing. Et quand tu es une équipe qui a d'aussi grosses problématiques de spacing, d'avoir un joueur comme ça, c'est même pas que c'est du pain béni, c'est que c'est vital en fait. C'est vital. Incroyable. C'est vital. Et c'est pour ça qu'on voit dans les stats que lorsqu'il est pas sur le terrain, l'ensemble des WOWI tombe, je pense. Parce que là, la problématique de spacing, tu la prends vraiment plein fouet quand il n'est pas là. Et donc ça, c'est sa première qualité. En plus, Paul, tu ajoutes, et t'as raison, tu dis qu'il a 43% à 10 tentatives à 3 points en playoff, c'est pas des catch and shoot, c'est généralement des tirs difficiles. Donc en plus, il est capable de punir sur du pull-up, tu peux pas passer sous l'écran contre lui, il met dedans. Au niveau du scoring, il est assez incroyable. Au niveau du leadership, moi j'ai rien à dire, je l'ai toujours trouvé fabuleux, il est toujours fabuleux. Et son efficacité progresse dans le temps, ce qui est assez remarquable. Bon, maintenant je vais passer sur le côté moins positif. Et puis je vous attends au rebond là-dessus. Paul, tu me dis qu'il est dans les 10-12 meilleurs passeurs de la ligue. Je suis plutôt d'accord. Je trouve que sur la capacité de passe, il est assez incroyable. Pour autant, il est dans le dernier quart sur le ratio assist usage. Donc c'est un joueur qui est capable de faire des passes, mais qui en fait pas beaucoup. En comparaison du volume de jeu de balle qu'il a, je pense que derrière, faudra regarder, mais je pense que derrière Luka Doncic, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont plus la balle que Donovan Mitchell. Et je me demande dans quelle mesure il n'est pas un peu anachronique. Je m'explique. Quand tu as un joueur qui a autant la balle, Donovan Mitchell est un joueur qui, lorsqu'il n'a pas la balle, ne peut pas exister. Enfin, c'est un de ses gros défauts, quoi. Sans le ballon, il n'existe pas. Déjà, dans le basket moderne, un joueur qui a besoin d'avoir autant la balle, je sais pas dans quelle mesure c'est pas un peu anachronique. Ou alors, il faut vraiment être fort au point de Luka Doncic pour que ça fonctionne. Mais si ce premier ball handler qui va avoir autant la balle et qui est un scorer first voire second, je sais pas si c'est pas un peu anachronique d'avoir un mec à qui tu donnes autant la balle qui va être aussi peu dans la distribution. Alors il se trouve que finalement ça va à peu près parce que il est tellement efficace que ça va à peu près, mais je pense qu'il y a un vrai palier, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez. T'en reviens toujours au même problème, hein. T'as viré le chauve qui servait à rien sur le banc. Ah, mais ça Xav, je suis pas d'accord avec toi parce que Donovan Mitchell a toujours été comme ça. C'est pas un truc qui date de JB Bickerstaff. Il était déjà comme ça à Utah, c'est son jeu. Même avec Team USA, il était comme ça. Je crois que la joué. Attends, j'ai un doute. Ouais, à Utah, tu as une configuration d'équipe qui est différente. Tu vois, tu n'as pas deux gros ball handlers comme ça. En tout cas, deux ball handlers qui sont capables de scorer aussi. Je dis pas scorer pour les mêmes raisons, mais qui sont capables de scorer. Rubio, c'était pas un scoreur. C'est un très bon playmaker, mais c'est pas un scoreur. Ici, tu as une problématique qui est différente. D'accord ? Par séquence, je pense que ça ne dérangerait pas Donovan Mitchell de ne pas avoir autant de ballons dans les mains. Et au contraire, de venir peut-être justement se décaler sur des 3 points ou de faire du slash à 45 degrés pour venir chercher des balles rapides quand il y a quelqu'un qui fait un drive. Donc, encore une fois, le fait que Donovan Mitchell n'ait jamais été champion NBA vient peut-être aussi qu'il n'a jamais eu un coaching staff qui soit capable de faire jouer l'ensemble d'une équipe autour de lui. Maintenant, au bout d'un moment, qu'est-ce qu'il est censé faire, le mec ? Poser la balle sur le terrain, dire bon, allez-y, je vais vous regarder, je vais arrêter de porter la balle. Quand il porte pas la balle, tu l'as dit, toutes les stats offensives des Cavaliers se cassent la gueule. Pourquoi ? Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas suffisamment l'habitude de se débrouiller sans lui ? Ou bien parce que tout le système tourne tout le temps autour de lui et qu'au final, quand il se fait serrer par une défense, du coup, on n'a pas prévu de plan B.
J'en sais rien, mais en tout cas, il y a quelque chose à faire. Il y a certainement quelque chose à faire pour l'avoir vu. Et alors, c'est peut-être un peu bizarre de le dire comme ça, mais j'avais déjà eu la même réflexion quand j'avais été à Cleveland. Quand on voit les matchs de NBA à la télé, on est forcé de regarder le match par le prisme de la caméra qui filme. T'as pas tes yeux qui sont libres sur tout le terrain, tu peux pas regarder ce que tu veux. Mais quand vous êtes par exemple dans un match, dans le public, vous pouvez regarder ce que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de suivre ce que la caméra fait. Faut voir aussi ce que le Donovan Mitchell il fait quand il n'a pas la balle en main. Hein. Le mec est tout le temps en train de piloter les gars en attaque. Hein. Partout, de donner des instructions, hein, en permanence. Donc, il sait ce qui est possible de faire, il essaye de déclencher des choses, et parfois, ça se déclenche pas non plus. Donc, peut-être que le favoriser dans un rôle qui est comme ça, oui, alors ça nécessite d'avoir un mec qui est à côté de lui, va pas faire une descente d'organes chaque fois qu'il a la balle entre les mains, ou qui va pas juste redonner la balle à Donovan en disant tiens, fais-le toi, je préfère. Donc, il n'est pas non plus bien desservi à ce niveau-là. Je vais pas lui mettre, je dis pas que je lui enlève toute la responsabilité, hein. C'est pas ça. Mais je trouve que me dire que on sait pas faire et c'est comme ça, Donovan Mitchell est comme ça. Mais moi, en fait, je vois pas en quoi c'est anachronique, en fait. Je comprends pas pourquoi tu dis que c'est anachronique. Parce que quand tu vois les Mavs avec Luka, il est pas assez fort que Luka, mais ils sont allés en finale NBA. Il y a des mecs dernièrement qui étaient quand même très. Parce que pourquoi je dis ça ? Parce que ce type de joueur-là te pousse à être soit sur beaucoup d'isolation, soit sur beaucoup de pick and roll, shot, avec un tir du mec qui porte la balle. Et que ces deux actions-là sont statistiquement, c'est les deux actions les moins rentables du jeu aujourd'hui. Hein. La situation du tir sur le pick et de l'isolation sont les deux moins rentables. Alors, lui, évidemment, il rentre pas dans la moyenne. Il te fait monter la moyenne. Tu peux pas comparer à la moyenne de Mitchell. Il se trouve que cette situation-là, il est rentable. Mais je trouve que tu vois, c'est la façon dont on jouait dans les années 2010. Où les offensive ratings, ils étaient à 106, 107, 108, quoi, tu vois. Alors, il se trouve que l'offensive rating des Cavs, je crois, il est à 118. Mais j'y vois une limite, parce que je trouve que cette forme de jeu-là a des limites un peu structurelles sur ce qu'elle est capable de te produire en termes d'offensive rating. Ça peut être compensé si tu as un très très fort playmaker. Et encore, hein, Dallas, attention, hein. Dallas, il faut quand même se remettre dans le contexte. C'était un peu un sauve qui peut, parce que c'est surtout défensivement qu'ils ont eu un énorme step après février, plus qu'offensivement. L'attaque de Dallas était très très bonne l'année dernière, mais cette année, elle était bonne, et durant les playoffs, elle était bonne, mais elle avait rien d'élite, tu vois. C'est la défense qui était très très forte dans le run de playoff de Dallas. Donc c'est pour ça que moi j'y vois une limite sur cette forme de jeu-là. Oui, mais tu vois, sur Dallas, tu as eu quand même une utilisation de Luka Doncic off-ball qui était bien plus présente en playoff cette année, à travers des twirl action, des zoom action ou des choses comme ça. Et on a vu que, après, à quel point est-ce que c'est plus rentable, je sais pas, mais pour moi, à partir du moment où tu apportes de la variété à ton attaque, c'est forcément mieux parce que la défense, il faut qu'elle s'ajuste à chaque fois et tout. Donc, oui, il y a un problème d'utilisation de Donovan Mitchell, mais moi, je trouve que, pour moi, c'est pas du tout anachronique. Et, c'est une question que je me pose, hein, je l'affirme pas, hein, c'est une question que je me pose. Ouais, non, mais je te réponds et je pense pas que ce soit anachronique et on a tendance un peu à voir le prisme de la ligue à travers qui gagne à chaque fois et qui est le meilleur joueur de la ligue ou vu que c'est Jokic et machin qui gagne, en fait il faut jouer comme ça, mais je pense que quand tu as un joueur aussi exceptionnel que Donovan Mitchell, t'as même pas besoin d'avoir des role players exceptionnels ou je sais pas, un coach exceptionnel. T'as juste besoin d'avoir une équipe assez fonctionnelle sur le terrain et suffisamment fonctionnelle pour vraiment prétendre à faire des finales de conf ou des finales NBA, quoi. On n'a pas été dire non plus à Doncic ou à Irving d'aller se foutre dans le corner et de pas bouger, hein. Sur les drives de l'un, sur les drives de l'autre. Le truc, c'est que à Dallas, tu as deux menaces en face de toi en permanence et deux menaces qui savent très bien finir une action. Alors, vous qui connaissez mieux les Cavs que moi, qui les avez plus vus, je vous mets du coup face à des choses qui m'ont paru paradoxales et essayez de me les expliquer un peu pourquoi on en arrive là. La première qui me vient en tête, c'est le Game 7 contre Orlando. Sur le Game 7 contre Orlando, moi j'avais fait un trade d'ailleurs là-dessus, que vous pouvez voir sur Twitter. Aucune des deux équipes n'arrivait à marquer. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce match, hein. C'était un match absolument affreux, hein, sur la qualité offensive. Ouais. Il se trouve que les Cavs ont réussi à se trouver de l'air durant le match en utilisant Struss et Merrill sur du jeu, sur des GHO notamment,
qui avait plutôt bien fonctionné, Merrill dans le deuxième quart-temps, Strus dans le troisième et dans le quatrième, et que c'était les phases qui fonctionnaient plutôt bien. Et moi, ce qui m'avait marqué dans ce match-là, c'était à quel point, malgré le fait que ces phases fonctionnent, alors après, est-ce qu'elles fonctionnent autant si on les mobilise plus? Ça, c'est une question qu'on peut se poser, mais malgré le fait qu'elles soient fonctionnelles, j'avais l'impression qu'on en revenait systématiquement à Donovan Mitchell, qui naturellement, intuitivement, reprenait le contrôle et refaisait de l'ISO ou du pick and roll à l'arrêt. Et on a dit qu'on pleurait après Sam Merrill pendant les playoffs. On l'a dit ça. Mais est-ce que ce point-là, pour vous, ça vient que de Bickerstaff ou est-ce que c'est pas un peu inhérent à ce qu'est Donovan Mitchell? Non, c'est Bickerstaff. Bickerstaff, la première année de playoffs qu'il joue, il fait passer tout le jeu par Donovan Mitchell. Si tu regardes, si t'es coach en face des Cavs, il faut te placer comme ça pour comprendre l'histoire. Si t'es coach en face des Cavs, tu sais exactement d'où vient le danger à chaque attaque. Tu sais ce qui va se passer. Il n'y a pas de mystère. Parce que tu as 2 mecs qui bougent, les 3 autres qui bougent pas. Donc tu sais forcément que les 2 mecs qui bougent, il y a de grandes chances que ça vienne d'eux. Donc à partir du moment où tu introduis 2 menaces et 2 joueurs qui savent jouer et qui savent bouger un petit peu et qui sont des menaces à 3 points, pour le peu que tu sois assez intelligent pour les mettre à gauche et à droite du terrain, ça veut dire que ta défense, déjà, elle est beaucoup plus écartée. Merrill, sur les playoffs, c'est le 3e meilleur shooter à 3 points. Et pourtant, il a pris 5,8 shots tentés, 2,3 de rentrée. Il shot à plus de 40% sur les playoffs. Et pourtant, son temps de jeu, il est catastrophique. Si je regarde ici, vite fait, tac, Sam Merrill, il est à 17 minutes. D'accord, donc pour toi, c'est plus inhérent à ce qu'est Bickerstaff qu'à ce qu'est Donovan Mitchell. Paul, toi, t'en penses quoi? En fait, moi, je vois ce que tu veux dire. Je pense que tu fantasmes un peu comme moi une NBA où ce serait cool que les équipes jouent tous comme Yukon, avec énormément de mouvements, avec très peu d'ISO ou de pick and roll. Le problème, c'est que je pense pas que ce soit possible. Et je pense qu'à partir du moment où tu as des superstars qui sont extrêmement fortes, tu es quand même un peu obligé de les satisfaire en faisant des ISO ou des PNR. Et ouais, bien sûr. ça reste quand même un play où si tu as un tout le bon temps. roller et si tu as un spacing optimisé, ça reste rentable, quoi. Et, Mais pas tout le temps. pas... Là, c'est du surab. Moi, je suis complètement d'accord avec ça. Ah oui, mais là, bien, oui, sûr, ouais. bien sûr que Mitchell doit porter une grosse partie bien lourde de l'attaque, ça c'est sûr et certain. Et Garland doit beaucoup plus participer. Mais là, c'est de la surutilisation. Tu sais. En plus, ils démarrent toujours leur schéma d'attaque sur pick and roll de la même façon, du même côté, quasiment au même endroit du terrain. Enfin, ça en devient débile. Non, mais ça, quoi. c'est sûr, ouais. Ça a été trop abusé. On a fait trop d'ISO, trop de pick and roll. Après, tu peux pas c'est juste des plays que tu peux pas totalement supprimer. T'es quand même un petit peu obligé de faire. Non. Ah oui, Contre, bien sûr. Il faut que ce soit en bonne proportion, quoi. Et c'est sûr Voilà, qu'au Cavs, cette saison, et depuis Bickerstaff, ça n'a jamais été fait dans les bonnes proportions. Ah bah non, jamais. La première année où il coach, ça se passe super bien parce que les gens sont pas habitués à devoir redéfendre un pick and roll qui est aussi bien géré. Mais même ça, à la fin de la première saison où on avait un peu le rôle de la darling de la NBA, où on échoue dans les play-in, les play-in, c'était ton premier signal d'alarme. Sur ton play-in, ces plays-là ne marchaient déjà plus. Et déjà, même à la fin de la saison, sur les 10-12 derniers matchs, ces pick and roll-là, ces alley-oop-là ne marchaient déjà plus. Et il a continué comme ça, et on lui a redonné une saison, et on lui a encore redonné une saison. Et j'ai pas compris pourquoi on l'a pas viré l'été passé. Et il s'est passé exactement ce qui s'est passé. Il a rien changé, il a jamais ajouté des trucs à son playbook. Son playbook, c'est une feuille A4. Et encore, je suis gentil, tu vois. Donc, quand c'est comme ça que t'as pas de variété, moi je demande pas que. Enfin, bien sûr, Yukon et tout, ça me parle quand tu dis ça, mais je sais qu'il faut garder un territoire bien délimité pour certains en attaque et des actions pour qu'ils puissent briller. Mais quand tu vois que ça coince et que tu vois que ça va pas, que tu vois que ça fonctionne pas de cette façon-là parce que la défense en face, parce que ton gars est pas en forme ou j'en sais rien, qu'il a bouffé un truc mexicain, t'as rien d'autre à proposer. T'as vraiment rien d'autre. Donovan ne sait pas mettre 40 points aujourd'hui. Ah bon, on va rentrer chez nous alors. C'est tout, il y a rien d'autre à faire. Alors moi, juste par rapport à ce que tu dis, Paul, sur aller sur une attaque type Yukon, je suis d'accord avec toi. Hein. De toute façon, déjà, on sous-estime la question de la fréquence. C'est-à-dire que toutes ces actions qu'on estime extrêmement rentables, les cuts, les jet shows, etc., elles le sont aussi parce qu'elles sont pas énormes en fréquence et qu'en fait, elles profitent de la gravité des autres types d'actions. Donc de toute façon, le pick and roll et l'isolation seront toujours à fort volume. En revanche, ce que je pense, c'est que dans ce jeu-là, tu as quand même besoin que ta superstar qui va jouer beaucoup d'ISO de pick and roll, elle soit vraiment élite de chez élite à la passe et à l'intention de passe.
Sinon, tu risques de te retrouver dans un jeu avec peu de mouvements de balle et très stéréotypé. Et je pense que pour le coup, Donovan Mitchell, il est quand même là-dedans. Il n'est pas assez élite, à minima, dans l'intention de passe pour que le jeu des Cavs ne devienne pas stéréotypé de manière structurelle avec lui. Tu vois, typiquement, si tu prends les meilleures équipes de la ligue, dans les meilleures équipes de la ligue, tu vas avoir le Thunder joue pas comme ça. Les Nuggets jouent pas comme ça. Les Wolves jouent comme ça. Et les Wolves peuvent par séquence avoir une attaque très stéréotypée. Les Clippers ne jouent pas comme ça. Les Mavs jouent comme ça, mais ont vraiment un mec qui est élite de chez élite à la passe et à l'intention de passe. Et une fois de plus, leur attaque, elle a quand même des mesures. Les Celtics ne jouent pas comme ça. Tu vois, je peux faire la liste jusqu'au bout. Les Bucks ne jouent pas comme ça. Et les Knicks jouent comme ça, mais les Knicks, ils ont eu cette saison... Jésus-Christ sur le pick and roll avec Jalen Brunson. Et encore, Jalen Brunson sur l'intention de passe, je le trouve, ils ont que des connecteurs autour. Et sur l'intention de passe, je le trouve un peu plus volontaire que Donovan Mitchell. Donc c'est pour ça que je me pose cette question. Mais je suis d'accord avec vous. Hein, le problème, c'est pas Donovan Mitchell. Au contraire, heureusement qu'il est là. Et puis il est absolument extraordinaire. C'est vrai que sa première intention, quand tu le vois driver, tu sens que c'est un gars qui veut à l'anneau. Il veut aller tuer ça. Et c'est une mentalité de tueur. C'est ce qui lui permet de rentrer 26,6 points de moyenne par saison aussi. Et de taper des matchs à 71, 2 points, je sais plus, contre Chicago. C'est ce qu'il fait. 70 pour les francophones, ça fait 70. Pour information. 70, excusez-moi, je suis de l'autre côté de la frontière, vous savez. Ouais. Tu gagneras pas l'euro. Au nord du Nord. Tu gagneras pas l'euro. C'est pas encore sûr que non, mais c'est mal embarqué. Très bon match de Euro Tillmans hier contre une équipe très faible. Bah, peu importe, c'est pas le sujet. Ouais, écoute, on est content, on a gagné, hein, c'est déjà ça. Ah putain, je suis perdu. Tu disais qu'il est vraiment dans la recherche du cercle et c'est pour ça qu'il arrive à taper les points. Il veut y aller, il est attiré comme un aimant. Mais je reste persuadé que ce mec-là, s'il voit une bonne passe sur le côté, il peut la faire. Mais le problème de ça, c'est que cette bonne passe, tu ne peux pas la faire s'il n'y a pas de mouvement sur les côtés. Parce que ta défense, elle est en place. On ne vient pas en aide du côté fort de la balle, sinon on se fait sanctionner. Donc, s'il n'y a pas des petites relocalisations de joueurs sur les extérieurs, il n'y a pas de ligne de passe qui est claire pour lui. Donc, ce qui fait la différence entre un élite, effectivement, et un mec qui est bon à la passe, l'élite va pouvoir aller chercher des gars, même quand ça a l'air impossible, ou se tourner à 240 degrés pour aller chercher un mec de l'autre côté parce qu'il l'a vu, etc. Ici, c'est pas le cas, mais c'est pas pour ça que tu peux pas faire un petit quelque chose non plus pour ajuster les gars autour de Donovan Mitchell. Et encore une fois, on en revient toujours au truc. Je n'ai jamais vu à Cleveland un coach faire ça avec Donovan Mitchell. On en parlera peut-être à la signature du coach, mais tu décris quand même beaucoup de choses qui laissent à penser que Borrego pourrait être un bon coach pour cette équipe. C'est pas le débat du jour. C'était pas pour te relancer, messieurs. On a fait le tour sur Donovan Mitchell. On passe à la deuxième paire. Qui est tout aussi importante et qui en fait au gré de nos échanges j'ai l'impression que le vrai sujet c'est peut-être plutôt celle-ci que la paire Garland-Mitchell, la paire Jarrett Allen Evan Mobley. Alors quelle curiosité de la part des Cleveland Cavaliers d'avoir choisi d'avoir une paire avec deux non-shooters, hein, considérons que Mobley n'est pas shooter, même s'il peut de temps en temps mettre des tirs, c'est pas quelqu'un qui space, ce qui est quelque chose d'à peu près anormal en NBA. Je crois qu'à part les Pelicans, ça doit être les deux dernières seules équipes qui jouent comme ça. Paul, est-ce que tu peux nous faire un petit résumé de la saison d'Evan Mobley ? Alors, Evan Mobley, saison un peu comme Garland, compliquée niveau blessure. Je crois qu'il a dû, je vais regarder, je les ai 50 presque matchs. sous les yeux. 50 matchs, c'est matchs, quand même pas beaucoup. 50 matchs pile. Première partie de saison très compliquée où il n'était pas dedans. Donc ensuite, il a été blessé. Ensuite, il est revenu. Attends, quand tu dis qu'il n'était pas dedans, ça se traduisait comment ? Je trouvais que mentalement, il était pas assez concerné, quoi. Ok. Après, encore une fois, on en revient à l'utilisation, mais je sais pas, il y avait un truc mental qui fait que son efficacité n'était pas folle, mais encore une fois, c'est aussi son utilisation. Après, début de saison, je m'en souviens de certains matchs où en fait, il commençait les matchs, il commençait à faire un peu à se chauffer sur des fadeaway, mais vu qu'il n'a pas le talent, le meilleur joueur NBA sur fadeaway, ça rentrait pas. Et donc ensuite, il se remettait un peu mieux sur le reste du match, à aller chercher des tirs un peu plus rentables et à faire ce qu'il sait faire, quoi, et à être rentable sur ce qu'il sait faire. Maintenant, Evan Mobley, c'est quand même un mec qui est passé
En termes de points partir, du 40e percentile l'année dernière au 69e cette année. Donc il y a quand même une vraie amélioration. On est aussi passé du 75e percentile au 84e percentile à l'assist percentage. Une petite hausse, c'est pas incroyable, mais une petite hausse quand même. Et ce que j'aime bien, moi, c'est que sur le short mid, il est passé du 32e percentile au 58e percentile. Donc il est enfin au-delà de la moyenne. Donc il commence un peu à avoir un peu plus de toucher qu'avant, avec aussi un beau 38% à 3 points. Alors ouais, ok, c'est un volume très faible, mais il a montré quand même sur la fin de saison que quand on lui donnait des shoots, il les mettait, quoi. Alors encore une fois, oui, volume faible, mais il est capable de les mettre. Et il y a aussi un percentile qui a augmenté sur la rim frequency. Donc pour moi, ça reste une saison, il a progressé. Je l'ai trouvé vraiment incroyable en playoff, en défense. Enfin, sa série contre le Magic, en rim protection, en aide, même en défense on ball, ou ok, des fois, vu qu'il a des grandes jambes, en termes de mobilité latérale, ça peut être compliqué. Mais c'est un défenseur, pour moi, c'est un défenseur générationnel, quoi, Evan Mobley. Il l'a prouvé aussi face aux Celtics, où Tatum, il a eu énormément de mal face à Evan Mobley. Il a eu un vrai impact contre les Celtics. J'ai trouvé aussi que contre les Celtics, il a été bien mieux utilisé. Après, bon, il n'y avait pas Jarrett Allen, donc c'est sûr que ça aide au niveau du spacing. On l'a vu être utilisé passeur poste haut, donc pas inintéressant. Maintenant, c'est vrai on a peut-être beaucoup trop d'attentes sur Evan Mobley. Voilà, c'est un top 3 de draft, c'est un mec qui a une bonne vision du jeu, qui sait à peu près tout faire, même si bon, il est encore loin d'un niveau acceptable sur pas mal d'aspects du jeu. Mais on attend un peu le vrai leap, quoi. Un mec qui passe de ouais, je suis dans la course au Depoy et en fait, maintenant, je montre que je suis un All-Star, quoi. Donc, est-ce que ça va arriver dans la configuration actuelle avec le Quatuor ou alors est-ce qu'il faut se séparer d'un Garland ou d'un Jarrett Allen? Je sais pas. Mais je trouve qu'à 23 ans, il a quand même. Ouais, c'est un joueur super impactant, quoi. Ouais, je pense que c'est aussi en lien avec le fait qu'il arrive proche de la fin de son contrat rookie et qu'il va se poser la question de ce que tu lui donnes. Donc c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a autant de questions qui se posent autour. Xav, tu nous as dit, alors sur Evan Mobley, je vais être un peu plus raide. Est-ce que tu peux un peu me dire ce que tu as pensé de la saison d'Evan Mobley? De la carrière d'Evan Mobley et de la saison d'Evan Mobley, ça me laisse la même chose. Je trouve que ce gars en défense est incroyable. Même quand il est passé sur la première action, il est capable de faire un recover de fou. J'ai l'impression qu'on ne l'a développé qu'en défense et qu'on a complètement oublié de le développer en attaque côté à Cleveland dans le staff des développements de joueurs. Je ne comprends pas comment on laisse encore ce garçon au poste bas. Dos à l'anneau, recevoir des ballons pour dire vas-y, enfonce-le, joue-le, machin truc. Quand tu vois ses qualités athlétiques et surtout sa mobilité pour un gars de cette taille-là, comment tu ne mets pas en mouvement plus en attaque plus souvent? Ça, c'est un truc que je ne comprends pas et que je ne comprendrai jamais, à moins encore une fois, que quelqu'un d'autre vienne coacher les Cleveland. Parce que les problèmes qui sont les siens en attaque sont les mêmes depuis qu'il est arrivé dans la ligue. C'est exactement la même chose. On le voit briller de la même façon et on le voit sombrer de la même façon à chaque fois. Pour ceux qui se souviennent, je crois que c'était contre un match contre les Wizards où il va faire un lay-up où il passe par en dessous de l'anneau, mais c'était vraiment un geste de poste 3 hyper souple, je crois il y avait un mème qui avait tourné avec la réaction de Kyle Kuzma qui l'avait checké après avoir fait ça. Donc quand vous avez un joueur qui est de cette taille-là, qui est capable de faire ça, le foutre dos à l'anneau et lui faire jouer poste bas, pour moi, c'est au mieux, c'est de la crétinerie. Et donc en fait, sa saison, oui, elle est là. Alors moi, je veux bien qu'on me dise, oui, il a brillé contre les Celtics. C'est Jarrett Allen le problème parce que Jarrett Allen n'était pas là. Je suis toujours pas d'accord. C'est votre positionnement en attaque qui est pas bon, c'est votre utilisation de votre joueur, c'est ce que vous lui donnez comme consigne, c'est ce que vous donnez comme consigne à l'équipe pour le faire participer au jeu qui est pas bonne, ça oui. Mais en soi, le fait qu'un autre joueur pose un problème dans un effectif, ça c'est... Ce serait dans un petit club, etc., de quartier, parce qu'il faut trouver 8 mecs et que parfois tu fais avec ce que tu trouves. Je peux comprendre. Dans un truc où il y a des front office qui réfléchissent toute la journée à qui on met, avec quel joueur, et que t'as un truc qui serait aussi énorme que oui, c'est Jarrett Allen qui bloque tout le jeu d'Evan Mobley. Je vous rappelle quand même que le tout début du regain d'énergie des Cavs, il y avait Mark Allen en plus.
D'accord? Donc, non, c'est un non-sens total. C'est juste que l'utilisation, elle doit être différente. Ça, par contre, c'est complètement vrai. Ok, alors moi c'est intéressant ce que tu dis. Bon, ça va pouvoir lancer un débat juste en rebond à ce que vous avez dit, parce que je suis d'accord après avec ce que vous avez dit. Pour moi, le problème de Mobley, défensivement, il est incroyable. Le problème, il est offensif. Offensivement, sa pose d'écran, on en a pas parlé, mais je la trouve très très bof. Ce qui, pour moi, fait partie quand même du souci. Paul, tu dis que il a montré qu'il pouvait mettre des tirs. Je pense vraiment que c'est deux tafs différents de mettre des tirs à petit volume et des tirs à gros volume. Et qu'en réalité, quand tu regardes un peu l'histoire de la ligue, le nombre de joueurs qui ont été en capacité déjà de transférer de petit volume à gros volume, juste d'être capable de le faire, vraiment à proprement parler, c'est très très rare. Alors en plus de transfert efficacité, c'est très rare, donc ça sera jamais un mec qui va te space le terrain. Et je pense que d'ailleurs le jour où il joue plus avec Allen, je serais pas surpris qu'il prenne plus du tout de tir à 3 points. Mais ça, peut-être que je me trompe. Le truc du poste bas, je suis d'accord avec toi, Xav. Il y a un truc étonnant avec le poste bas. Le poste bas en NBA n'a pas disparu, c'est vrai. C'est le scoring au poste bas qui a disparu. Parce que l'intérêt du poste bas, c'est justement de profiter d'un spacing optimal pour générer de l'aide et punir l'aide. Le problème du poste bas sans spacing, c'est que la compensation de l'aide est super simple à faire. Donc c'est vraiment juste pour du scoring, mais c'est quelque chose de très très peu rentable. Et en plus, il n'est pas élite là-dedans. C'est une espèce de marotte de fond qui traîne là. Essayer Evan Mobley, poste bas là, chez la Cavs Fans Nation, on l'entend depuis 3 ans. Bon, je crois qu'on va acter que c'est plus possible. Ouais. Et après, il reste le dernier élément, qui est sa complémentarité avec Jarrett Allen et lui avec Jarrett Allen. Alors, bon, tu esquisses quelque chose d'intéressant et ça, je suis intéressé de savoir ce que Paul pense là-dessus, sur le fait de le mettre en mouvement. Mais je pense quand même que structurellement, je dis souvent ce truc-là, moi, pour moi, l'essence même de la NBA, c'est d'être en capacité de faire des choses qui sont efficaces et simples. Ou plutôt simples et efficaces. Et que c'est l'essence même de la NBA. Et qu'à partir du moment où tu dois faire des choses complexes pour marquer, t'as presque déjà perdu pour moi. Et c'est le problème de mettre les deux ensemble, c'est que tu as l'impression que pour ça marche, il faut faire des choses qui sont à l'échelle de la NBA complexes et que t'as presque déjà perdu quand tu dois faire ça. Paul, t'en penses quoi? Ouais, vas-y Xav. Je te mets juste un exemple tout simple et Paul pourra donner son avis là-dessus. Donc Mobley, très souvent, il se retrouve perdu au poste bas, il sait pas quoi faire. Vous connaissez la position du short corner sur le terrain? Donc short corner, hein, c'est pour ceux qui savent pas, c'est entre la ligne extérieure de la raquette et le corner, d'accord? C'est pour ça que ça s'appelle le short corner. C'est une position qui est très basse, justement pour faire reculer le plus possible le défenseur qui est censé venir en aide quand l'attaque vient de son côté opposé. Eh ben Mobley, avec le petit bout de shoot qu'il a là, tu le mets là ou tu le mets dans le corner pour pouvoir attaquer, lancer sur des pick and roll, etc., pour venir croiser la ligne et venir faire un slasher en fait gigantesque en ligne de fond. C'est pas dur à mettre en place. Je suis d'accord avec toi, mais c'est typiquement ce qu'on voit avec ce qu'on a pu voir à Minnesota avec Jared Vanderbilt. C'est des choses qui peuvent marcher. Déjà, si ton pivot est un très bon passeur, je suis pas convaincu que Jared Allen soit un très bon passeur. Et c'est pas un truc que tu peux répéter à l'infini dans un match. Non. Et je crois que c'est Paul qui l'a dit en premier. Sa qualité de passe au top, elle a utilisé aussi, bien sûr. Ouais. Golden State l'a fait pendant des années avec Draymond Green. Alors, encore une fois, on va s'arrêter là pour les comparaisons, mais je veux dire, le fait d'utiliser Mobley, on l'a vu plein de fois, encore une fois, sur des drives, lancer plein de balles, d'un coup s'arrêter et aller chercher un gars auquel on n'a peut-être pas pensé, nous, en regardant le match, et de se dire, ah ouais, bien joué. Il a une capacité, il a une vision de jeu dont on ne se sert jamais. Ou trop peu. Paul? Ouais, c'est intéressant ce que vous avez dit sur les deux. Après, je pense qu'on oublie un truc, mais il y a le spacing horizontal en NBA, mais il y a aussi le spacing vertical. Et pour moi, Jarrett Allen et Mobley, ils t'apportent beaucoup de spacing vertical. Est-ce que tu peux rappeler ce que tu entends par spacing vertical, Paul? C'est à quel point est-ce que tu peux utiliser en fait les hauteurs sur un terrain, que quand même le panier il est en hauteur. Donc à quel point est-ce que tu peux utiliser ce facteur-là pour apporter du spacing, donc c'est-à-dire une différence sur l'espace que tu produis, quoi. Et pour moi, les deux, ils t'en apportent. Il y a eu plein de séquences intéressantes depuis que les deux jouent ensemble, parce que ça fait quand même 3 ans qu'ils jouent ensemble, notamment sur, avec un Jarrett Allen ou un Evan Mobley en fait qui commence dans le corner. T'as un pick and roll où t'as soit Mobley ou soit Allen qui est en poseur d'écran. Et ensuite, vu que les deux, c'est des passeurs fonctionnels, c'est plutôt des bons passeurs. Ce sera jamais des passeurs exceptionnels, mais c'est plutôt des bons passeurs. Ils sont capables de faire la passe en fait sur le short roll pour aller chercher le clutter qui est Mobley et Allen. Et d'ailleurs, les Cavs, c'est une des équipes qui
est la plus rentable sur les cuts et qui en utilise le plus sur la saison régulière, que ce soit cette année ou l'année dernière, je crois encore. Donc, ouais, j'entends ce que vous dites sur le fait que, bah ouais, ça paraît compliqué de voir à quel point est-ce que tu peux être rentable, notamment dans des hautes sphères de playoff, parce qu'au bout d'un moment, c'est quand même là qu'on attend les équipes et les forts joueurs. Quand tu as Mobley et Allen sur le terrain, surtout quand tu vois à quel point est-ce que les Celtics, sans forcément un niveau de talent exceptionnel, sont allés gagner une bague avec un max de 4-1 sur chaque série, parce que bah, en fait, tout le monde pouvait shooter. Donc, ouais, ça demande du travail, mais je pense quand même que c'est possible d'avoir une attaque suffisamment rentable avec Mobley et Allen sur le terrain, à condition par contre que, ouais, tu as un spacing hyper optimisé, mais quand tu vois la qualité de shoot des role-players et de shot-making des role-players, enfin, Struss, on le vend comme un shooter. Moi, je suis désolé, c'est pas un shooter, quoi. C'est un streaky shooter, c'est-à-dire c'est un mec qui est capable de faire des pourcentages, de mettre des pourcentages à 3 points, mais c'est pas suffisant, quoi. Alors, je suis quand même content. Moi, je l'aime beaucoup. Max Strus, en défense, c'est très bien. Il est quand même capable, voilà, de mettre dedans à 3 points. Il a une vraie bonne vision du jeu. C'est devenu un très bon connecteur sur le terrain. Mais c'est pareil, on a Okoro. Ouais, Okoro, super défenseur. Il a progressé à 3 points. Il a mis plus de shoot cette année. Il est presque aux 40%, mais ça reste un petit volume. Mais derrière, il y a une qualité de role player au niveau du shot making qui est pas suffisant. Et en plus, quand on l'a avec Sam Merrill, on l'utilise même pas en playoff. Donc c'est dommage. Donc je pense que la meilleure solution possible, ça reste soit Mobley, soit Allen au poste 5 et spacing ultra optimisé derrière avec des mecs qui peuvent shooter, qui peuvent défendre, etc. Comme un mec comme Dean Wade, on n'en a pas parlé, mais il fait une superbe saison. Dean Wade, c'est devenu un des meilleurs défenseurs sur le banc parmi les postes 3-4. Sur Tatum, il a fait un super taf sur les playoffs. Il peut t'apporter du range, mais c'est pareil, c'est pas suffisant, quoi. Donc, et puis une blessure, Dean Wade. Il a été beaucoup blessé aussi, Dean Wade. Ouais. Il a beaucoup manqué. Ouais, oui, c'est effectivement, si tu essayes de comparer avec... on a fait cette comparaison là avec les Pels, qui sont l'autre équipe de la ligue qui joue avec 2 non-shooters, et qui pour le coup, les Pels ont une attaque qui est plutôt fonctionnelle, en dépit de certaines impressions visuelles qu'on peut avoir. Alors certes, elle pourrait l'être plus, il y a toute cette question autour de que pourrait donner Zion s'il était avec 4 shooters. Mais typiquement, les Pels, eux, ils ont ce shot-making très très haut, pour le coup. Toi, ce que tu dis, Paul, tu dis que les Cavs, ils l'ont pas. C'est vrai que, alors si tu sors des 2 ball handlers, parce que les ball handlers, on va dire des Pels, c'est Ingram et McCollum, t'as pas grand chose à envier, voire le contraire, quand t'as Donovan Mitchell et Darius Garland. Par contre, tu as des vrais shooters de système. Tu as peut-être celui qui est aujourd'hui le meilleur shooter de système de la ligue avec Trey Murphy. Et Max Strus n'est pas ce shooter-là. Il n'a pas ce range-là, il n'a pas cette capacité à shooter en sortie d'écran. Même Herb Jones est devenu un très bon shooter de position, de catch and shoot. Et effectivement, t'as pas cet élément-là. Mais donc, ce que vous me dites, selon vous, c'est que y a pas d'incompatibilité entre Jarrett Allen et Evan Mobley. Pour vous, ça pourrait fonctionner avec les deux ensemble? Alors non seulement, moi je trouve qu'il n'y a pas d'incompatibilité quelle qu'elle soit, et surtout, si tu enlèves un des deux, vas te priver d'une manne de rebonds et donc de contre-attaque, puisque c'est une des bonnes choses qui a été faite par JB Bickerstaff, c'est de prendre les rebonds et de sortir très vite. Si t'as pas les rebonds, si t'as moins les rebonds, bah déjà ça te fait une plus grande zone à couvrir en défense. Ouais. Et donc voilà, c'est au-delà de ça, tu vas te tirer une balle dans l'autre pied en fait. Alors j'ai une stat par rapport à ça. On est passé l'année dernière, on était 20e équipe au rebond défensif, et cette année on est passé à la 7e place. Donc ça a quand même été bien mieux au niveau du rebond, notamment d'un Jarrett Allen et d'un Evan Mobley, quoi. Ouais, et puis en augmentant tes shooters, d'ailleurs, ok, Max Strus ne les met pas dedans, mais quand tu as un shooter quand même de qualité, tes rebonds ils sont moins dégueulasses, et donc du coup tes grands intérieurs, la balle va tomber souvent plus près d'eux, ils ont plus de chances de récupérer la balle aussi. Si t'as un mec qui envoie des saucisses et des bananes toute la soirée, tes rebonds ils vont souvent être très longs, et en général c'est des ailiers ou c'est des meneurs qui vont faire remonter leur stade de rebond défensif. Là, ici, forcément, quand tu as les deux qui sont là autour et que le rebond il est court, au moins tu as une chance de t'en sortir. Donc, enlever un des deux, ça ne résoudra pas le problème au poste bas d'Evan Mobley, déjà. C'est la première chose. Tout ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire rentrer un plus petit gabarit sur le terrain. Donc, tu vas être plus petit en défense, moins bon en protection de cercle, moins de rebonds, donc moins de possibilités de reconversion offensive rapide. Tu perds une option sur le pick and roll. Enfin.
Oui, et puis si on prend la saison globale des Cavs, les Cavs ont la 7e meilleure défense de la ligue. Ils sont 4e au nombre de points encaissés dans la raquette. Et ils sont 6e sur les points encaissés en seconde chance. Donc clairement, ce qui fonde leur attaque, c'est les deux toits. Et surtout, Jarrett Allen, c'est pas un gros morceau de granit sur le terrain qui est juste là, un peu juste pour capter des rebonds et faire une masse en dessous du cercle. Le gars, c'est un rim runner quand même relativement sérieux. Il a du toucher, ouais. Qui a du toucher, qui met des. Lui, il sait jouer post-bar. C'est pas encore parfait, mais il sait. Il est à 16,5 points de moyenne sur la saison, 10,5 rebonds. Bon, les deux ensemble, combinés, c'est 20 rebonds par soir. On se fait la transition, du coup, vers Jarrett Allen. On s'était dit que c'était Xa, je crois, qui présentait Jarrett Allen. La saison de Jarrett Allen, elle a donné quoi ? C'est le. Je vais pas dire que c'est le patron de la défense parce que le duo avec Mobley est vraiment indissociable pour moi des deux. Mais clairement, il fait partie intégrante du corps des Cavs et qui fait que les Cavs réussissent à retourner en playoff. Il est certainement pas la cause du problème. Il est une donnée qu'il faut maîtriser et qu'il faut sans doute mieux utiliser. Effectivement, ça c'est sûr. On a des qualités très claires en défense, très très claires en attaque aussi. L'avantage avec lui, c'est que c'est plus facile, je trouve, de savoir comment tu dois l'utiliser parce que il a moins de potentiel qu'un Evan Mobley. Evan Mobley est encore plus jeune que lui et tu peux te dire oui, mais peut-être qu'il sait shotter à 3 points, peut-être qu'il sait faire ça, peut-être qu'on doit encore essayer de développer ça avec lui. Voilà, Jarrett Allen, tu sais. Jarrett Allen en attaque, tu sais ce à quoi tu dois t'attendre et il le fait très bien. Il le fait très très bien. Son rôle, il est clairement défini et tu vois soir après soir, c'est un gars qui est extrêmement régulier dans sa production. Et cette année était pas différente des autres années. Il s'est retrouvé tout un moment sans son compère en défense et il a fait le taf. Il a vraiment bien fait le taf. Donc, grosse saison de Jarrett Allen. Il est à 77 matchs joués cette saison. Donc aussi, une fois qu'il a été... Ce qui fait 77, les amis, pour information. 77, voilà, 77. Ça fait, c'est le deuxième plus gros total de matchs joués. Le premier étant Georges Niang, pour notre plus grand plaisir. Donc, quand il est épargné des blessures, la production, elle est top. Pour un joueur de ce calibre-là, ce salaire-là, tu peux pas trouver mieux. Encore une fois, les gens qui veulent le trader, c'est très bien, mais qu'est-ce que vous mettez à la place, quoi ? Je vous écoute. Mon cher Paul, t'en penses quoi de la saison de Allen ? Je pense qu'il fait partie des. Enfin, sa saison régulière, je pense que je l'avais border All-Star, moi. Je pense qu'il est clairement un des 15-20 meilleurs joueurs de la conférence Est sur la saison régulière. Ouais, superbe saison, ultra impactante des deux côtés du terrain. Il a un assist percentage qui a augmenté, qui est passé du 37e percentile au 71e percentile. Il a également été beaucoup plus utilisé avec un usage qui a bien augmenté aussi, mais bon, aussi parce qu'il y avait Mobley blessé une bonne partie de la saison, Mitchell aussi et Garland aussi. Lui, il a joué presque tous les matchs de la régulière. 97 97. 77. 77, pardon, 77. On dit 77, les gars, un peu d'éducation, quoi. Mais le problème, c'est qu'il s'est blessé en playoff, quoi. Et on n'a pas pu le voir en playoff, on n'a pas pu le voir contre les Celtics. Et c'est ça qui est un peu dur aussi. Avec... Ouais, ça c'est sûr. D'ailleurs, c'est net rating en playoff. Là, je les ai, tu vois. Jarrett Allen, donc sans Evan Mobley sur les 2 derniers playoffs, il est à moins 21 de net rating quand même. Donc, c'est pas suffisant. Oui, c'est pas optimisé autour de lui, mais c'est pas suffisant. Donc, je me pose la question à quel point est-ce que Jarrett Allen est si important que ça pour ses Cavs. Je pense quand même que c'est le 4e joueur le plus talentueux du quatuor. Que Darius Garland, Evan Mobley et Donovan Mitchell ont un profil un peu plus rare quand même en termes de talent pur sur plusieurs aspects du jeu que Jarrett Allen. Il a encore un contrat où il est payé que 20 millions d'euros encore sur les 2 dernières années. Donc, il est tradable. À voir ce que tu fais de lui. Mais ouais, je pense quand même que la meilleure solution possible, la meilleure configuration possible pour ces Cavs, c'est tu mets Evan Mobley au poste 5 et tu n'as pas Jarrett Allen sur le terrain.
Pour moi, c'est fonctionnel, Jarrett Allen et Evan Mobley sur un terrain ensemble, avec un spacing optimisé, un coaching staff qui fait ce qu'il faut. Mais après, le problème, c'est quand tu as Evan Mobley et Jarrett Allen sur le terrain, donc sur le papier, tu es censé avoir une défense élite. Le problème, c'est que quand ton backcourt, pardon, c'est Donovan Mitchell et Darius Garland, en fait, tu ne peux pas vraiment l'avoir, la défense élite. Et d'un autre côté, bah, quand tu as Donovan Mitchell et Garland sur le terrain, tu te dis, putain, on peut vraiment avoir une attaque élite. Mais le problème, c'est que ton spacing, il est en pâtit avec Jarrett Allen et Evan Mobley. Donc, il va falloir aussi se poser la question des Cavs sur quelle identité tu veux créer à cette équipe. Parce qu'on a vu des Suns, par exemple, qui ont ramené Bill et KD avec Booker et qui ont ramené Frank Vogel, un coach défensif. Sauf qu'on a vu, en fait, sur plein d'équipes, sur plein de contextes différents, que quand, en fait, tu veux un peu cocher pas mal de cases, mais sans vraiment te donner une identité forte et sans vraiment optimiser tes points forts, bah, au bout d'un moment, tu as un plafond, quoi. Les Suns, ça n'a pas dépassé le premier tour cette saison. Les Cavs, ça a failli pas dépasser le premier tour cette saison. Donc, je pense qu'il y aura une question à se poser sur quelle identité vraiment on veut donner à cette équipe et sur quels aspects est-ce qu'on vraiment on pense qu'il peut être réellement élite et quels seront les sacrifices derrière, quoi. C'est ça. Moi, C'est ça. sur Allen, je suis. C'est vraiment pour moi le gros dilemme de cette équipe. Déjà, pour moi, il faut en bouger un des quatre. Et pour moi, aujourd'hui, s'il faut en bouger un des quatre, c'est plutôt dans les deux de l'intérieur. Parce que, voilà, là, pour le coup, on est quand même proche du anachronique. Ok, ça peut être fonctionnel, mais tu te tires quand même une grosse balle dans le pied. Ouais, ça oui. Je trouve que. En fait, il y a un truc qui me dérange vraiment avec Evan Mobley, c'est l'attaque. Sur l'attaque, je lui vois énormément de défauts. Effectivement, il y a le poste bas, effectivement, le shoot est light, la pose d'écran est light, le roll est light, et la finition, je la trouve pas incroyable. On n'est pas sur un mec avec un toucher dingue, je trouve. Il est capable de finir en puissance plutôt pas trop mal, mais j'ai un peu du mal là-dessus. Alors après, défensivement, il est vraiment fabuleux. Jarrett Allen, à l'inverse, je le trouve très bon défensivement. Pas fabuleux, mais très bon défensivement. Mais j'ai beaucoup moins de mesures sur le niveau d'attaque de Jarrett Allen en fait. Je trouve notamment que il sait pas faire énormément de choses, mais il sait faire deux choses très bien. La pose d'écran. Sur la pose d'écran, moi je le trouve excellent. Vraiment, vraiment excellent. Et alors c'est pas vraiment du short roll, c'est du mid short roll, tu vois. Je parle pas d'un roll que tu vas récupérer au-dessus de la ligne de lancer franc, mais au niveau des lancers francs. Son niveau de passe est pas dingue, mais par contre sa capacité à aller au cercle est assez dingue, est vraiment assez dingue. Ce qui lui permet de ne pas avoir besoin d'être comme peut l'être Rudy Gobert. Par exemple, Rudy Gobert a à la limite besoin d'avoir la tête dans le cercle pour que ça soit rentable sur la passe, sur le roll. Il peut partir d'un peu plus loin. Donc, je trouve que cet aspect-là est vraiment intéressant chez Jarrett Allen et est un vrai appui, quoi. Quand Paul disait que Jarrett Allen est top 15 joueur de la ligue, De la conférence Est. De la conférence Est, pardon, excuse-moi, ouais, pardon, de la conférence Est. Moi, j'ai toujours du mal un peu à rank ces trucs-là. Mais par contre, je suis complètement capable de le rank dans la série de il est de ces pivots à qui tu peux confier le secteur intérieur. Ça va pas être Joel Embiid, mais ça va le faire. Ça va suffire, tu vois. Et donc, ce que j'ai moins avec Evan Mobley. Avec Evan Mobley, je me dis défensivement, alors là, c'est même élite. Mais par contre, offensivement, si j'ai que lui en attaque, sur le pick, j'ai peur d'être pénalisé dans mon attaque de pick. Ce qui m'emmerde. D'autant qu'il n'a pas un truc derrière. Moi, c'est comme ça que je les vois un peu tous les deux. Et pour moi, ce serait plus Evan Mobley à trade. Parce que je pense que sa valeur est plus haute en plus. Quoique. Moi, j'en traderai aucun. Tant que j'ai pas vu un coach, un autre coach jouer avec eux, j'en bouge aucun. Par contre, je dis au nouveau coach de bien m'expliquer ce qu'il veut faire avec Mobley et avec Allen. Ça, ouais. Moi, je veux un mec avec des idées pour les deux problématiques qu'on aborde ce soir, les deux duos qu'on a abordés. Je veux un gars qui est capable de répondre à ces questions-là. Et si, à la on va dire, à la trade deadline, je vois que j'ai encore le même problème et que ça n'a pas bougé, même si j'ai eu un autre coach que je vois qui a eu vraiment une volonté de faire différemment, mais que ça coince encore, à ce moment-là, j'en bouge un des quatre. Mais tant que j'ai pas vu un autre coach avant, je bouge personne. Paul, tu le sens comment, toi? T'attendrais quoi du nouveau coach sur la gestion de ces deux duos? Ou de ce quatuor? C'est compliqué parce que moi, je pense que s'il y a un joueur à trade parmi les quatre, au niveau du timing aussi, je pense que c'est Jarrett Allen. Parce que, ouais, pour le coup, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'aujourd'hui, il t'apporte plus de valeur offensivement qu'Evan Mobley. Par contre, il a quand même 3 ans de plus, Jarrett Allen.
Donc, Il a que 26 ans, hein. Il a que oui, 26 il a ans. que 26 ans, mais il a quand même 3 ans de plus qu'Evan Mobley. Oui, oui, Donc, mais il a pas ça 30 fait ans, quand quoi. même une différence. Non, c'est sûr. Sachant Du que coup, les il a deux, 26 ans, donc sa valeur, elle est les deux vont tout droit vers un contrat max dans 2 ans. Non, c'est dans 3 ans pour Jarrett Allen, je crois. Mais on est d'accord, là, ils vont. dans Ah, 2 peut-être ans pas pour Jarrett Jarrett Allen. Allen. Ouais. Non, Jarrett Allen, il n'aura pas de contrat max. Mais Je pense que c'est sûr, pas avec les Evan Mobley, tu le gardes. Attention, à Jarrett Allen, je pense que tu seras pas loin du contrat max quand même. Hein. Peut-être, t'as raison, tu seras peut-être pas. Mais par contre, Evan Mobley, je pense que tu vas tout droit au contrat max. Hein. Ouais, je pense que oui, on peut, ouais. Mais après, j'aimerais bien négocier, mais bon, on verra, ouais. Donc, je te laisse Mais, poursuivre, ouais. Ouais, donc il y a quand même 3 ans d'écart entre les deux. Moi, je pense que le Evan Mobley de 23 ans, il est meilleur assez clairement que le Jarrett Allen à 23 ans. Maintenant, on en revient toujours à l'identité que voudra créer Cleveland. Moi, je pense que les deux, encore une fois, sont fonctionnels. Maintenant, moi, j'irais trade. S'il y a un joueur à trade cette saison, je pense que c'est Jarrett Allen parce qu'il a 26 ans, il est peut-être dans son prime et que si demain il y a un coach qui débarque et en fait il fait pas mieux que ce que fait Bickerstaff, en tout cas il le fait un peu mieux, mais c'est pas suffisamment marquant. Et il aura quoi dans un an? Il aura 27 ans, il lui restera 1 an de contrat, donc ce sera à ce moment-là de le trade. Parce que aujourd'hui ça va en termes de contrat, on n'est pas trop, on paye pas énormément, mais dans un an il y aura le contrat max de potentiellement de Mitchell s'il reste et d'Evan Mobley. Donc est-ce que tu as envie de garder Jarrett Allen à 20 millions la saison? Donc ça va, c'est plutôt rentable par rapport à ce qu'il apporte sur le terrain, mais il va demander forcément un contrat à la hauteur du joueur qu'il est. Donc, en anticipation, notamment des contrats, parce que c'est quand même un sujet assez important, je pense que s'il y en a un trade, c'est Jarrett Allen, parce que même si tu as envie de dire que oui, celui qui fait la moins forte saison, c'est Darius Garland, mais Darius Garland a quand même plus de talent que Jarrett Allen, et Darius Garland, sa valeur, elle est pas ouf sur le marché, parce qu'il a fait une mauvaise saison, quoi. C'est sûr que là, tu es un peu dans un moment où tu as du mal à imaginer que la cote de Jarrett Allen puisse être plus haute qu'elle ne l'est aujourd'hui, et tu as du mal à imaginer que la cote de Darius Garland puisse être plus basse qu'elle ne l'est aujourd'hui. Mais la cote de Jarrett Allen a moins de chances de redescendre aussi. Parce qu'il est tellement sur un truc. Jarrett Allen, il est quand même extrêmement régulé dans ses prestations. Il est toujours rim protector, tu sais ce qu'il vaut, tu connais sa taille, tu connais son poids, tu connais son gabarit. Il fait le même taf tous les soirs. C'est ce que je disais tantôt, que ce soit en attaque ou en défense, le gars ne bouge pas. C'est rare quand il se trouve. Et donc, un mec comme ça qui est très régulier, sa cote va pas se casser la gueule. C'est jamais un mec, effectivement, sur lequel tu vas mettre un contrat max parce qu'il n'est pas suffisamment. Il est trop unilatéral, on va dire, dans ce qu'il va te proposer. Unidimensionnel, pardon, pas unilatéral, unidimensionnel. Mais par contre, tu sais que sur un ou deux trucs en particulier, il est très bon. Donc, pour moi, le contrat qu'il pourrait aller rechercher, en comptant le changement de cap qui sera autorisé aux équipes, il ne sera pas drastiquement différent de ce qu'il a au Cavs cette année et de ce qu'il a signé il y a 2 ans. Je trouve que la situation de Darius Garland ressemble un petit peu à la situation qu'on avait avec Karl Anthony Towns l'année dernière, où la cote de Karl Anthony Towns était très très basse parce qu'il sortait d'une saison ratée, de playoffs un peu faibles qui suivaient d'autres playoffs, enfin d'autres expériences de playoffs faibles. On a l'impression que c'était une espèce de confirmation que Karl Anthony Towns n'était pas capable d'être bon en playoff. Et effectivement, on a vu un regain important de la cote de Karl Anthony Towns. Je pense qu'aujourd'hui, Towns, je sais pas s'il est très tradable, mais bon, parce que son contrat est tellement dingue, Karl Anthony Towns, que je sais pas trop dans quelle mesure il est tradable, mais peut-être qu'avec Garland, tu peux avoir un peu le même type de dynamique. Moi, je trouve ça intéressant, par contre, vraiment l'idée de se dire, c'est vrai que je crois que on peut acter de cette expérience que Garland ne sera pas un joueur off-ball. Je pense que c'est pas dans son profil en fait, et ça va être très compliqué à développer. On a vu ça sera jamais sa force. On a vu un peu la même tentative avec Trae Young à Atlanta avec l'arrivée des Dejounte Murray. C'est pareil en fait, on se rend compte que ces meneurs là qui ont toujours été des énormes ball handlers, c'est compliqué de les imaginer comme des joueurs off-ball. Et je trouvais ça intéressant la proposition tout à l'heure de Xav de dire partons sur un vrai 1-2, un vrai duo de combo. Où en gros tu attaques avec beaucoup de pick and roll, un maxima, le défenseur le moins fort sur le pick, mais ce jeu-là est quand même aujourd'hui, quand il est pratiqué en NBA, il faut poste 3-4 des shooters quoi. Tu peux pas, c'est très très compliqué de mettre en place ce jeu-là avec 2 intérieurs non shooters.
Très compliqué. Il te faut au moins un minimum un bon shooter, et ton 4, le 4 là-dedans, ça peut être quelqu'un qui a une vraie arme à faire valoir en attaque. Evan Mobley, si tu le fais démarrer en mouvement, il a une vraie arme à faire valoir en attaque. Tu vois pas son potentiel. Enfin, tu me dis que tu mettrais pas ta maison en hypothèque sur le fait que Evan Mobley soit tout seul en attaque, et je suis d'accord. Mais par contre, il faudrait aller voir des highlights de quand il est en mouvement. Il fait des trucs quand même très très solides. Ouais, mais tu vois le mouvement, ce mouvement que tu décris, ça te demande du spacing pour l'appliquer. Ok, tu peux faire ton pick avec Jarrett Allen, tu mets Evan Mobley côté ballon et tu lui demandes de suivre le pick. J'entends. Mais la majorité des actions que tu vas réussir à récupérer sur Evan Mobley en mouvement, il faut que tu aies de la place dans la raquette. Il faut que tu aies de la place dans la raquette, pas forcément, parce que son shoot mid-range n'est pas catastrophique. Et encore une fois, qu'est-ce qu'on a développé chez ce garçon en défense, en player développement? On te fait développer ce que le coach te demande de développer. Si JB Bickerstaff a toujours vu que ce gars-là devait aller au poste bas, on a fait bosser ce gars-là au poste bas. Et si c'est contre sa nature complète, j'entends ce que tu dis. Effectivement, tu peux développer son mid-range et qu'il monte un peu en efficacité. Aujourd'hui, il a 42% sur le mid-range. Même sur le short mid, c'est que 44%, ça reste quand même relativement bas pour être un truc suffisant. Parce que le nombre de situations où tu l'as mis là-dedans est trop faible aussi. un gars que tu veux développer, tu vas le mettre dans une situation et tu vas le faire répéter cette situation, que ce soit à l'entraînement et surtout que ce soit en match aussi. Ici, je veux bien croire qu'il n'est pas très bon et que les pourcentages ne soient pas très bons dans le mid-range. Combien de fois il utilise ça en match? Combien de fois on le fait utiliser ça en match? Alors, c'est toujours la même chose. Est-ce qu'on t'a demandé de l'utiliser et que tu l'as pas fait? Est-ce qu'on te demande de jouer au poste bas et que tu es contraint, forcé? Ou bien est-ce que c'est toi qui vas t'y mettre naturellement parce qu'on t'a dit t'es grand, tu vas jouer au poste bas? Ça, j'en sais rien. Je suis pas dans les coulisses de Cleveland. C'est pour ça qu'on peut discuter pendant des heures ici. Moi, je vais toujours avoir la même réponse pour tout. Mettez-moi un autre coach et on regarde. Et si effectivement, à la mi-saison, à la trade deadline, on est encore avec les mêmes problèmes, là, on pourra se dire qu'il y en a un des 4 ou 2 sur 4, j'en sais rien, qui a vraiment un souci qui colle pas avec Cleveland. Mais on a vu tellement de faiblesses dans le coaching, que ce soit au niveau des rotations, que ce soit au niveau des choix, de la variété du playbook, on peut pas s'empêcher qu'il y a une grosse partie qui vient de là aussi. Donc... Oui, mais le problème, c'est aussi que tu as quand même un effectif compétitif et que tu peux pas, en régulière, dire « Ok, là, c'est le deuxième quart-temps, on va donner full ballon à Evan Mobley, on va lui dire prends des mid-range compliqués parce que il faut que tu te développes. » Enfin, derrière, on a quand même ramené Donovan Mitchell parce qu'on avait envie de faire directement des finales de conf. Enfin, il y a quand même, tu vois, un côté, l'équipe se doit d'être compétitive dès maintenant parce que Donovan Mitchell, c'est pas sûr qu'il reste encore 5-6 ans. Alors, je suis d'accord. Derrière, je suis d'accord, tu sais, avec Evan Mobley, tu sais ce qui marche pas. Donc déjà, enlève ça. Enlève ça. Justement, c'est les longues mid, c'est les mid-range fadeaway. Alors, ce qui marche surtout pas, c'est le poste bas, par exemple. Oui, enlève lui son poste bas, je suis d'accord, enlève lui son poste bas et juste rééquilibre ses possessions en disant, voilà, sur la majorité de tes possessions, au lieu de faire 50-50 poste bas ou j'en sais rien, tu vas me faire du 70 de loin, ou en attaquant en mouvement, et plus que 30% en poste bas, tu vois, c'est du rééquilibrage, et dire aux autres, quand vous devez aller chercher Mobley, si vous voyez qu'il est au poste bas, démerdez-vous pour le faire sortir de la raquette, réattaquer autrement et arrêter de le servir au poste bas. Le truc, c'est que pour moi, si tu veux, dans ton attaque, tu as un volume inéluctable de mi-distance qui est sur le pic généralement pour créer de l'espace et punir les défenses de drop. Mais on sait que ce volume de mi-distance, tu essayes de le réduire au maximum parce que c'est un shoot qui n'est pas hyper rentable. Si tu commences à devoir ajouter un deuxième volume de tir mi-distance par ton poste 4 parce que il n'est pas capable de tirer à 3 points ou parce que tu manques de spacing et que du coup tu es obligé de tu peux pas l'utiliser sur de l'accès au cercle. Pour moi, à la limite, la solution serait plutôt de mieux utiliser Jarrett Allen sur un peu comme, tu vois, on a pris l'exemple de Draymond Green tout à l'heure. De mieux utiliser Jarrett Allen sur des leurres, donc sur des écrans loin du ballon, sur des jet shows, ou alors sur du playmaking un peu haut, pour faire en sorte que, effectivement, si Mobley a quelque chose à développer sur l'accès rapide au cercle, tu lui donnes de l'espace pour attaquer le cercle. Pas de problème. Il y avait même une phase, si vous vous souvenez, quand LeBron est encore là, c'était Richard Jefferson et Kevin Love qui faisaient ça. Donc LeBron il se mettait à l'aile avec la balle, dos à l'anneau,
et il attendait. Et il y en avait Oui, ils un faisaient des leur deux, pick tous toujours les un des deux, Hmm. ils faisaient leur pic dans le corner, et en fonction de la lecture Cher ami, qu'ils avaient les sur deux la shoots, les deux shootaient. Oui, j'arrive. Je te dis juste que on avait une solution qui se décalait en fonction de la lecture sur la défense. Ça, c'est une façon de faire avec tes grands, entre guillemets, parce que Richard Jefferson, c'est pas tout à fait la même chose. Tu peux faire aussi du big to big, un truc qu'on voit pas souvent, tu vois, un écran d'un grand pour un grand. La relation 4-5 dans une équipe de basket, ça existe aussi. Ça aussi, on a très très peu vu. Et pourtant, un alley-oop entre Mobley et Allen, par exemple, ou une tentative de alley-oop entre Allen et Mobley, il y a quelque chose à faire aussi à ce niveau-là. Ce qu'on voit Il beaucoup y a entre Jokic et Gordon ou entre Towns et Gobert, Par exemple. par exemple. Bon, Par après, exemple. sur l'action, je vois très bien de quelle action tu parles, qu'on a énormément vu notamment contre Toronto. Elle Mhm. était quand même basée sur le fait que tu avais la menace de Kevin Love à 3 points qui faisait que tu ne savais pas si tu devais couper l'accès au cercle ou le 3. Et là, Eh malheureusement, ben, tu l'as moins, d'accord, quoi. mais moins un shooter, mais à la place de Jefferson, mais moins un shooter. Et moins un shooter. Et tu laisses Mobley, et c'est Mobley qui est censé jouer le rôle de Jefferson. Ouais, mais qui va tu vois, tripler. je comprends complètement ce que tu dis, mais c'est ce que je reviens à ce que je disais tout à l'heure. C'est pour moi, tu dois être, ça te demande d'être tellement créatif offensivement que tu as presque perdu d'avance Ouais. en fait. Bah, En fait, le truc, c'est que j'ai vu tellement de pauvreté offensivement à Cleveland que là, j'ai eu le temps de développer aussi 150 millions d'idées. Donc, on est Ouais, non, mais d'accord que c'est faut là aussi, restreindre. là où t'as raison, c'est qu'aussi, il faut aussi se projeter dans l'idée peut-être pour cette équipe des Cavs, c'est pas juste d'avoir la meilleure attaque de la ligue. C'est peut-être Non. juste d'avoir une attaque qui est fonctionnelle. Parce que de toute Voilà, façon, c'est ça. cet apport, comme tu dis, il est sur la défense, la protection de cercle, la relance. Tu as Mitchell en plus qui est Oui, capable de débloquer des trucs sur demi-terrain. bien sûr. Donc effectivement, l'idée, là, on se projette peut-être un peu trop. Enfin, je me projette peut-être un peu trop. Je dis on alors que c'est moi. Et si, Je et me si projette t'es, peut-être un peu trop sur chercher une attaque élite alors que de toute façon, ils ont une contrebalance de si, l'autre côté. si t'es dans un match où t'es plus fermé, j'ai jamais dit qu'il fallait garder Allen et Mobley sur le terrain en même temps. Tu vois, ça aussi, tu vois, c'est des trucs. Bickerstaff, il a fait ses rotations en faisant quasiment du changement poste pour poste à chaque fois. Il n'y a jamais eu de surprise. Tu t'es jamais retrouvé avec des compositions où tu t'es dit, bon, ben là, je suis étonné. Si, tu t'es retrouvé avec des trucs étonnants, mais négativement. Des George Niang qui restent des 10-12 minutes sur le terrain d'affilée alors que l'équipe prend l'eau et que le mec en touche pas une, tu vois, des trucs comme ça. Il y a, il y a ce que tu prévois avant le match et il y a ce que tu fais évidemment pendant le match. Et sur les deux là, bah, tu sens bien que Bickerstaff, c'était beaucoup trop limité. Qu'est-ce qu'on a fait travailler à Mobley à l'entraînement aussi? On n'en sait rien. Personne, aucun de nous trois le sait, tu vois. On sait pas de quoi son entraînement en attaque il est fait. Il y a tout un moment, effectivement, ils ont essayé de pousser son shot à 3 points et ça s'est vu dans les matchs. Et c'est pas inintéressant, mais juste, il n'y a pas eu suffisamment de répétitivité pour que ça crée quelque chose. Ouais. Est-ce qu'on a développé ça pendant longtemps à l'entraînement et que finalement on a changé de cap? J'en sais rien. Ça Messieurs, veut pas dire que je vais en faire un shooter à 3 points, c'est juste que je pense que le plus important, c'est ce que Paul a dit, c'est de trouver une nouvelle identité pour les Cavs, une identité où tout le monde a un rôle à jouer, et d'essayer de partir là-dessus. Et à la mi-saison, on voit. oui, parce que là où je suis d'accord avec toi, c'est que tu peux pas te retrouver dans une équipe où tu as 2 de tes 4 meilleurs joueurs qui régulièrement, tu as l'impression qu'ils sont un peu paumés, qu'ils savent pas exactement ce qu'ils sont censés faire. C'est ça. C'est assez ça, c'est la régulier que tu aies sensation. Garland Voilà. ou Mobley où tu te dis Ils sont paumés. c'est ouais, le ils mot. sont là, je dois être agressif, je dois pas être agressif, je dois jouer Ouais. du 3 points off-ball, je dois m'approcher du cercle, je sais pas trop, c'est vrai que ça Ouais. c'est problématique. Messieurs, je vous propose qu'on entame la synthèse de ce podcast, qu'on est déjà à plus d'une heure et demie. Et ben, je vais vous laisser dire un dernier mot. Un dernier mot, Paul, un dernier mot sur cette équipe des Cavs? Saison plutôt quand même décevante par rapport à l'année dernière. L'année dernière, c'est quand même une équipe qui finit dans le top 10 des meilleures attaques et qui finit meilleure défense aussi, si je dis pas de bêtises. Après, on est quand même allé plus loin en playoff. Donc ça montre que on a quand même un plancher aujourd'hui qui est plus élevé. Maintenant, il y avait aussi une concurrence qui était peut-être plus faible, que la conférence Est de cette année est quand même plus faible que la conférence Est de l'année dernière. Je pense qu'il y aura vraiment un été charnière pour les Cavs, vraiment faire des choix, comme on l'a dit. Et je vais être intéressé de savoir qui va devenir le coach de cette équipe. Maintenant, c'est toujours compliqué avec le coach parce que tu as des coachs qui vont pas très bien performer dans un contexte collectif et qui finalement performent super bien dans un autre contexte. Mais je pense que assez rapidement, il va falloir faire un choix sur à quel point est-ce que tu veux être élite offensivement. C'est-à-dire que si tu veux vraiment développer une attaque élite, ça passera peut-être par le trade d'un Jarrett Allen, par exemple. Ou alors tu préfères récupérer un peu l'identité défensive qui était celle des Cavs en 22-23
Et à ce moment-là, bah, ça passe par le sacrifice d'un Darius Garland, quoi. Mais j'aimerais quand même qu'on récupère de meilleurs role-players. Il y a des mecs comme Levert ou Niang qui, pour moi, doivent plus faire partie de cet effectif. Voilà. Ouais. Donc, aller les trade pour des meilleurs role-players, des gars qui puissent space, qui ont un bien meilleur shot-making que ces mecs-là. Même si Levert, c'est pas un mauvais basketteur, mais voilà, tu sais jamais ce qu'il va apporter sur le terrain. Donc, avant d'appuyer sur le bouton rouge, j'aimerais bien récupérer de meilleurs role-players. J'aimerais bien voir, voilà, sur le début de la saison régulière, ce que ça donne avec un nouveau coach. Et si jamais c'est pas suffisant, bah ouais, je n'aurais aucun souci à trade Jarrett Allen ou Garland. Je pense que quand même les deux intouchables, c'est Mitchell et Mobley. Mais le reste, ça me dérangerait pas tant que ça qu'ils partent. Parce qu'au bout d'un moment, bah, tu dois faire mieux que demi-finale de conf, quoi. Xav, dernier mot sur cette équipe des Cavs. Bah déjà, il faut signer Donovan Mitchell, hein, parce que sinon on peut prendre le podcast et le jeter à la poubelle. Excité par le futur pour voir qui va venir coacher ça. Moi, je suis complètement d'accord. Le plus gros travail de réflexion pour le front office, pour moi, il est sur le banc, parce qu'il y a des gars qui n'ont pas été là la saison passée, il faut pas l'oublier. Et Dean Wade, etc. Ça va revenir et ces gars-là, faut les garder. Maintenant, il y a des gars qu'il faut bouger sur le banc. Ça va pas être des gros moves, mais il faut faire des moves intelligents avec peu de budget. Et pour le reste, je regarde et j'observe jusqu'à la trade deadline. Moi, pour terminer, je suis content, hein, effectivement, qu'ils aient changé de coach, parce que je considère que quand une équipe arrête de progresser, il faut tenter un truc, parce que je suis pas quelqu'un qui croit que quand tu arrêtes de progresser, tu te remets à progresser sans un événement fort, en fait. Voire, j'ai tendance à penser, quand tu t'arrêtes de progresser, tu t'arrêtes de progresser. Tu vois, par exemple, quand on comparait Mobley et Allen a beau avoir 3 ans de plus, je vois une progression constante chez Allen. Chez Mobley, cette saison, j'ai eu l'impression qu'il a arrêté de progresser. Et moi, j'ai tendance à penser que tant qu'un mec progresse, je vais pas partir du principe qu'il va s'arrêter de progresser. Et à l'inverse, quand un mec s'arrête de progresser, je pars du principe qu'il va pas se remettre à progresser. Mais bon, ça, je peux me tromper, hein. Il y a des contre-exemples, il y en a plein. Et donc, je trouve ça intéressant qu'il change de coach dans ce cadre-là. Moi, je pense que c'est une perte de temps de penser que les deux bigs là peuvent continuer à être ensemble. Il y a des choses intéressantes, mais tu vas perdre ton temps. Enfin, je vois pas comment tu peux gagner un titre NBA en 2025, 2026, 2030, j'en sais rien, avec deux intérieurs qui shootent pas. Ça me paraît être une équation trop compliquée. Et donc j'attendrai pas trop pour les trades. Je trouve effectivement que l'idée de Xav est intéressante d'attendre la trade deadline, de laisser quand même au coach 3-4 mois pour voir s'il arrive à développer un truc là-dessus, on sait jamais. Surtout si t'as un mec comme Borrego qui sont quand même plutôt des mecs qui ont des idées en attaque pour le coup. C'est pas les meilleurs meneurs d'hommes, mais c'est des mecs avec des idées en attaque. Même si je suis d'accord sur ce que dit Xav. Je sais pas dans quelle mesure l'impact de Borrego sur l'attaque des Pelicans c'est pas un peu surcoté parce que ou quelqu'un d'autre, hein. On dit James Borrego pour de l'exemple, mais ça peut être quelqu'un d'autre. Non, mais parce qu'effectivement aux Hornets, la dernière saison qu'ils ont aux Hornets, elle est quand même beaucoup basée sur du jeu rapide. Ça reste une réalité. Oui. Mais voilà, je suis intéressé de voir ce que vont donner ces Cavs, hein, qui sont un amour éternel pour moi vu que j'ai commencé à suivre la NBA avec LeBron. Et donc forcément, il fallait placer LeBron James ici. On parle des Cavs, c'est obligatoire. Et j'espère qu'ils feront mieux. Écoutez, messieurs, je vous propose qu'on s'arrête là. On va laisser nos auditeurs également rester connectés. On trouvera rapidement de quoi parler. À plus.